Communication, marketing digital, agence ou encore influence marketing. Vous l'aurez compris, notre invité du jour est un passionné du digital, avec une particularité. Il évolue à la fois sur le territoire français ainsi que le continent africain. Salut Anthony, Bonjour, bonjour à tous. comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Ok, bon, j'ai envie de te dire que déjà je suis très content de te recevoir, mais c'est un peu bizarre de dire de te recevoir parce qu'en fait on est dans tes locaux. Exactement, exactement, oui, on a la chance de recevoir ton podcast dans nos locaux. C'est une fabuleuse aventure, on va pouvoir explorer justement à travers cet épisode pas mal de choses, j'espère. C'est ça. Bon, je pense que tu te sens comme à la maison. En tout cas, moi, je suis Yes. très content de te recevoir dans Self Upgrade. Je pense que ton parcours est super inspirant, super intéressant et que tu peux apporter beaucoup de valeur aux auditeurs. Alors, tu es en association, tu es en duo. Pour moi, tu es un peu l'homme de l'ombre de ton association, mais on y reviendra. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Anthony et qu'est-ce qu'il fait? Qui est Anthony? Anthony, c'est un homme de 35 ans qui se définit plus par ce qu'il fait que par ce qu'il est. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais au quotidien? J'essaie d'accompagner un écosystème digital africain, dans un premier temps, et francophone, à vraiment explorer toutes les possibilités qu'offre le digital. Ok, super. On reviendra sur ça. Hum, Petit retour en arrière. Le jeune Anthony rêvait de quoi? Le jeune Anthony rêvait de quoi? Hmm. Il rêvait de football, Ok, il rêvait de Ligue des Champions. ok. Alors, très très jeune Anthony, hein. Après, on se rend assez vite à l'évidence qu'on n'a pas le talent. Et par la suite, surtout une grosse envie d'impact. L'impact, ok. J'ai toujours eu l'envie de, pas de changer le monde, mais changer mon monde à moi. Ok. Ce que je définis comme mon monde à moi, c'est les personnes qui m'entourent, c'est les rencontres que je fais, c'est justement faire ce lien entre la France et l'Afrique au sens global, mais plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est mon père et ma mère. Euh, Voilà, c'est tout simplement ça. J'ai toujours eu le rêve de vraiment impacter ma réalité et ne pas être justement dans que de la pensée, mais produire des actions. Ok. Cette envie, d'après toi, elle te vient d'où? Parce que il peut y avoir des gens, donc ce qu'on appelle la diaspora, qui sont effectivement d'origine d'un certain pays qui vivent ailleurs, euh, et qui justement se disent, ben écoute, prenons la diaspora peut-être qu'on connaît, diaspora africaine qui vit en France et qui est originaire peut-être, je sais pas, d'un des pays d'Afrique, mais qui se dit, voilà, ben je suis français, je reste en France, je fais mon petit truc en France. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as quand même un regard justement sur le continent africain, et puis comme tu dis, particulièrement la Côte d'Ivoire? Euh, je pense que c'est une question d'alignement, c'est-à-dire que je ne voyais pas ce que je pouvais apporter d'impactant à la société française. Par contre, je voyais ce que je pouvais apporter d'impactant entre les deux sociétés. Hmm. C'est toujours ça, c'est toujours cette idée de pont qui m'a animé. Je me suis dit qu'il y avait forcément une possibilité d'impacter ces deux mondes, faire en sorte qu'ils se rencontrent plus et créer de la valeur à travers ça. Ok. Ton... Est-ce que tu estimes que tu as été élevé, je mets des guillemets, à l'africaine? Autant à la française qu'à l'africaine. Ok, Ouais. ok. Je dis ça dans le sens où, toi, moi, par exemple, je sais que... Alors moi, j'ai grandi aux Antilles, c'est un peu différent, mais je sais que dehors, on suit effectivement des programmes français, etc. Après, j'étais aux Antilles, donc c'est un peu différent, mais Mhm. même quand j'ai vécu ici, ou même chez mes tantes, quand j'étais ici en études, dès que je rentre, dès que je passe le pas de la porte, je suis plus en France. Oui, Je mets des guillemets, mais je suis plus oui, en France. On parle créole, avec mes potes, on parle créole. Au bout d'un moment, tu parles même plus français du tout. Les expressions sont pas les mêmes. Il y a une façon de rigoler, de parler, etc. Et dans le sens, pourquoi je te pose cette question-là, c'est aussi derrière, ça a été quoi ton premier contact, je mets des guillemets, avec l'Afrique? Est-ce que ça se passe justement à la maison, avec les expressions, les oncles, les tantes, etc. Ou est-ce que c'est peut-être un premier voyage qui a eu lieu sur le continent? C'est quoi ton premier contact avec l'Afrique? Alors,
Depuis la naissance, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que effectivement, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup baigné dans la culture ivoirienne, au sens large. Plus précisément, moi, je suis issu de l'Est de la Côte d'Ivoire, donc les peuples guerrés de l'Ouest, enfin les peuples ouais, on dit d'ailleurs, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc j'ai baigné dans cette culture-là en étant en France, tout en bénéficiant aussi d'une forte culture française, parce que, de toute façon, la Côte d'Ivoire déjà est une ancienne colonie française, et la Côte d'Ivoire a cette particularité par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, d'avoir vraiment euh, une population qui parle beaucoup français Hmm. et qui a du coup une forte connaissance de la culture française. Donc l'un dans l'autre, en fait, dès le début, j'ai eu vraiment cette chance d'avoir les deux, en fait, tout simplement. Mhm. Ok. On sent dans ton discours une certaine détermination avec une énergie canalisée. J'ai envie de te poser une question. Enfance facile ou difficile? Enfance très pertinente cette question, parce elle a été difficile sur certains points et facile sur d'autres. Elle a été difficile d'un point de vue matériel, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, c'est que ce qui nous anime, au-delà de l'argent, c'est, on va dire, une certaine idée d'ascension sociale, une certaine idée de se réaliser. Moi, en ce qui me concerne, c'est peut-être même une certaine idée de réaliser un projet qui me dépasse, qui va au-dessus de moi, qui ne comment dire? Qui n'est pas un élément qui définit ma personne, mais plus un projet qui fait et qui impacte, encore une fois. Donc moi, me concernant moi personnellement. Du coup, ce manque matériel a nourri ça. Mmh. Ensuite, facile, parce que j'ai eu une mère, dévouée, clairement. Dévouée à notre épanouissement, dévouée à l'épanouissement donc du coup de moi et de mon petit frère, qui est un exemple. C'est clairement, enfin ça va être un peu cliché, mais oui, c'est clairement mon plus gros exemple. C'est la personne qui m'a le plus appris, et ce qui est paradoxal et peut-être ce qui me définit aussi, c'est qu'elle a beaucoup prouvé par les actes Ok. au quotidien, par l'exemple. Pas énormément de paroles, mais une ligne de conduite et une éthique par rapport au métier qu'elle fait qui est irréprochable, et un engagement irréprochable. Donc c'est clairement, oui, quelque chose qui a beaucoup impacté, je pense, mon mindset et peut-être même ma destinée. On dit souvent que les enfants sont très observateurs. Tu penses que ta mère t'a transmis quel type de valeur? La pugnacité, Mhm. ouais. C'est une personne qui ne lâche rien, jamais, clairement, oui. Elle est à la limite du têtu, mais vraiment elle lâche rien. Elle lâche rien, elle a cette constance dans l'effort, heu, qui m'a beaucoup inspiré, oui. Ok, super. Parlons parcours scolaire. Oui, Parce que tu parlais de pugnacité, oui. etc. Comment se sont passées les études? Est-ce que tu en as fait déjà? Oui, j'en ai fait. Il y a clairement un avant-bac et un après-bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 1er bac échoué, D'accord. contexte, grève lycéenne, heu, beaucoup de troubles, en gros, on n'allait pas en cours, entre les profs absents, les lycées bloqués, les interventions de la police, et tout ce qui s'ensuit. C'était pas du tout le cadre idéal pour un élève moyen, pour obtenir son bac. En tout cas, en moi, en ce qui me concerne, ça a beaucoup impacté les choses, sachant que une grosse partie, donc à l'époque, j'ai passé un bac technologique, d'électronique, Mhm. beaucoup de pratiques. Donc forcément, quand on va pas en cours, bah, il y a des notes qui sautent et forcément derrière on paye l'addition. Donc bac finalement obtenu effectivement, la seconde année, et il y a clairement eu un avant, un après, parce que j'ai trouvé réellement ma voie après bac. Je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais faire, et du coup, ça a complètement, changé les choses, voilà, j'ai eu mon BTS, je crois, si je dis pas de bêtises, avec plus de 15 de moyenne.
Ensuite, derrière, j'ai enchaîné sur un bachelor, 14 de moyenne. Bon, voilà, des notes quand même plutôt bon élève. Mmh. J'étais pas non plus excellentissime, mais j'étais plutôt dans le haut du panier en termes de notes. OK. Et voilà, après, du coup, j'ai fini sur un double master. Donc, il y a une j'ai fait une première partie, enfin un premier master beaucoup plus orienté heu, technique, web development, on va dire, et une autre partie qui était, un autre du coup, master qui était beaucoup plus orienté business, et développement d'entreprise. OK. En termes de, parce que tu disais effectivement que tu as eu des bonnes moyennes. Tu étais plus team, je travaille beaucoup ou c'était plus, j'ai des facilités, je travaille un peu? Plus team, je travaille beaucoup, Mmh. déjà parce que moi j'ai fait toutes mes études en alternance, D'accord. déjà. Donc forcément, vu le rythme, déjà il y a le travail en entreprise qui prend pas mal de place. Ensuite, bah, faut préparer les examens, les devoirs et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, on devait travailler plus, et surtout ce qui m'a marqué, c'est que j'ai beaucoup travaillé seul. Ce qui est assez paradoxal parce que finalement on est des promos, on rencontre tous les mêmes difficultés, on fait tous face aux mêmes défis, et il se trouve que dans le cadre de mes études, il y a souvent des projets annuels. Et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai commencé à construire la boîte que j'ai aujourd'hui. Et forcément, dans cette vision-là, qui est très particulière, de construire un pont entre la France et l'Afrique d'un point de vue global, bah, peu se reconnaissaient finalement. Donc, de toute façon, pour trouver quelqu'un qui allait m'accompagner ou en tout cas adhérer à la vision, c'était beaucoup plus complexe. Donc, moi, j'ai porté cette vision tout seul. Heu, donc mon associé, Kai, qui a on est associés depuis beaucoup plus de 10 ans maintenant. On a on a finalement co-construit, même s'il n'était pas avec moi pendant les cours, mais du coup on a co-construit, au départ le projet, et puis de fil en aiguille, ça m'a finalement beaucoup servi. Ça m'a servi à, bah, aller chercher des réponses tout seul, sur certains points. Bon, parfois je me faisais aider quand même parce que certaines personnes étaient quand même assez sympas pour, donner deux trois tips. Et voilà, donc finalement, l'un dans l'autre, ça a été salvateur. Super. Parlant de quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer l'an passé, qui est super sympa et ouais, moi j'appelle, ouais, dans ma tête aussi, c'est l'homme au réseau. Il me disait que dans son téléphone, dès qu'il rencontrait quelqu'un, il essayait soit il met des étiquettes Mmh. au il met quelques étiquettes autour de des mots clés ou un truc, mais en tout cas, il prend vraiment soin de son réseau, je trouve. Mais vous êtes associés, donc tu dis plus de 10 ans. Comment vous vous rencontrez? Parce qu'il est pas en cours avec toi? Non, il est pas en cours avec moi. Kai, déjà, on se rencontre par l'intermédiaire d'un ami en commun, heu et c'est très cliché, mais clairement, on a commencé, vraiment dans la chambre de bonne, à Neuilly. Au tout début, on commence d'ailleurs par un site média. On n'est pas encore sur l'agence, OK. et c'est ce site média qui nous permet en fait d'avoir notre première opportunité en tant à l'époque, on n'était même pas dans une vision d'agence. C'était en quelle année? Si je dis pas de bêtises, c'était en 2011, OK. je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2011 ou 12, quelque part dans ces eaux-là. Hem, donc on commence tout simplement par, Air France qui nous contacte, en fait, par mail, qui nous dit: «Oui, voilà, nous, on aimerait que vous interveniez pour, sensibiliser nos CM, enfin nos community managers, à, la communication en Afrique. OK. Quels mots, quelle expression fonctionne, quelles sont les tendances, et cetera, et cetera». Donc on commence par ça. Donc je dis: «On commence par ça», mais il y a eu quelques échecs en amont. On a testé deux trois trucs, notamment le site média. OK. Moi qui suis issu un peu de, parce qu'on n'est pas rentré en détail sur mon parcours, mais j'ai pu explorer tout ce qui est du domaine des régies publicitaires en France. Heu, je me suis très vite aperçu que le modèle, il allait pas fonctionner pour nous, par rapport à nos moyens, par rapport à notre historique, par rapport à nos concurrents. Donc on a continué un peu le média, mais sans avoir une vision, on va dire, vraiment business du média. Pour nous, c'était plus on va dire une carte de visite, quelque part. Donc on a exploré, la Totem Box, donc du e-commerce. On a OK. on a exploré ça. C'est quelque chose, on s'est très vite aperçu aussi que
ça demandait d'autres compétences. Il n'y a pas les facilités qu'il y a aujourd'hui qu'on peut avoir en e-commerce avec justement des entreprises qui vont se charger de tout le packaging, de la livraison, etc. Et avec l'opportunité d'Air France, justement, on s'est très vite aperçu qu'en fait, c'était totalement aligné avec nos compétences respectives. Moi, j'avais déjà évolué finalement dans le milieu des agences, des régies publicitaires et des annonceurs, tout ce qui s'ensuit. Donc, j'avais déjà un bon petit background qui nous permettait de faire nos premiers pas. Et Kai avait déjà pas mal de réseaux, justement chez Air France et dans d'autres entreprises. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok. Grosso modo, moi, je suis la casquette technique geek et Kai prend son bâton Pèlerin. de pèlerin, Mmh. exactement, et part démarcher. Et c'est comme ça qu'on a commencé. OK. Donc ouais, effectivement, donc vous commencez effectivement par de la presta ou du conseil, si je puis dire, Exact. au départ et bon dans les associations, souvent, ce qu'on voit en tout cas, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle un attractif caractère, donc c'est une personne un peu qui représente un peu la marque, en tout cas le visage de la marque et il y a toujours, comme tu dis, une personne, un background on dit toujours attractif caractère et opérateur, Mmh. donc un peu un DG des opérations, gestionnaire des opérations, peu importe, qui s'assure que toute la boîte fonctionne de façon correcte. Première question, est-ce que tu dirais que c'est un peu les rôles que vous avez chez Totem? Oui, jusqu'à peu, mais oui. La OK. preuve, le podcast. Je passe devant caméra. Il y a pas longtemps, oui, j'étais chez RFI. Donc oui, historiquement, effectivement, c'est le cas. Maintenant, on est un groupe qui regroupe plusieurs entreprises. Donc, faire porter ça par une seule personne, ça peut être même contre-productif. En termes de messages, en termes de beaucoup de choses, de branding, et cetera, sans rentrer dans le détail, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc on s'est dit qu'il fallait un moment aussi que je montre, un peu plus ma tête, mon image. Mais au-delà de mon image, c'est aussi, tout ce que je peux, on va dire, incarner, auprès de Totem parce que on est complémentaires sur bien d'autres choses finalement. Parce que c'est vrai qu'on a des traits de caractère assez, proches. On est plus ou moins des introvertis, peut-être plus moi que lui. Hem, Par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est tous les 2 des leaders. Kai, dans sa jeunesse, a organisé beaucoup de soirées, il a eu 1000 vies, il a fait d'autres choses entre Londres, Cotonou, voilà, il a fait beaucoup de choses et il a toujours eu cette position de leader et moi pareil, j'ai beaucoup leadé par l'exemple, surtout au niveau sportif. J'ai Mmh. souvent été capitaine des équipes en foot dans ma jeunesse. À l'école, souvent on se tournait vers moi pour, tout ce qui peut être délégué. Heu, voilà, les gens qui me connaissent bien, voire très bien, oui, m'appellent la force tranquille. Tu un autre surnom aussi? Oui, j'ai un autre surnom, donc pour ceux qui me connaissent bien, Colo, Colonel. L'anecdote, c'est que, voilà, la petite anecdote, quand on était plus jeunes, on portait des baggy, on se prenait pour des Américains, on se croyait à New York, on se pensait à New York et en fait, j'étais le seul à marcher droit. J'ai toujours marché droit, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais, tapé la démarche ou je ne sais quoi. Donc déjà, d'apparence, en fait, dans le groupe d'amis, Mmh. j'étais toujours quelqu'un qui dégageait une certaine droiture, on Mmh. va dire. Donc il y avait cet élément-là et il y a aussi le fait que, dans mon groupe d'amis, je faisais un peu figure, pas de tête, mais vraiment de quelqu'un qui respecte les règles ou en tout cas qui s'impose des règles. Plus Mmh. que respecter les règles, c'est s'imposer des règles, s'imposer une discipline, ouais, une droiture envers soi. Ouais, je pense que c'est ça qui me caractérise en quelque sorte. Mes amis, pourront peut-être plus être, précis là-dessus, Mmh. mais les retours que j'ai en tout cas là-dessus, c'est vraiment ça, c'est incarner la force tranquille et une certaine, forme de droiture. OK, mais d'où ça te vient? Parce que quand on est jeune, je mets des guillemets, c'est surtout un peu, on voit la pyramide de Maslow, hein, c'est le de vouloir appartenir au groupe et cetera et on a plus ou moins, des fois, tendance à se laisser, je mets des guillemets, «influencer» par le groupe en se disant:
«Ah bah, tout le monde fait ça, bon ben» même s'il y a une partie de nous, on se dit: «Ah j'ai pas vraiment envie», mais il y a un peu une force sociale qui fait que, voilà, on va quand même le faire, tu vois? Je caricature, ça va passer par des fois, hein, c'est par exemple les gens qui traînent ensemble, qui fument, tu fumes Mmh. pas au départ, Mmh. mais peut-être qu'1 ou 2 fois, tu vas prendre 2-3 tafs juste pour appartenir au groupe, même si tu sais que c'est pas bien, que tu as pas envie et cetera. Donc comment, heu, ou d'où t'expliques peut-être soit cette force, je dirais peut-être de conviction ou de droiture comme tu dis, Ouais. d'où est-ce que tu tiens ça? Parce qu'effectivement c'est surtout quand on est jeune, hein, je parle, c'est très difficile de résister à l'appel du groupe comme ça. Heu, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert le mot anticonformiste OK. et ça a vraiment résonné chez moi. Comment tu découvres ce mot? Je pense que c'est, alors je me rappelle plus du moment précis et cetera, des circonstances, ça devait être, Mmh. par rapport à l'école sûrement. Heu, je le découvre par hasard, pas forcément dans une démarche de recherche, mais en lisant la définition, je dis: «Ah d'accord, je comprends mieux mon état d'esprit». OK. C'est je pense que oui, c'est le premier élément. Premier élément. Ensuite, je dirais que, j'ai eu la chance de fréquenter des gens plus âgés que moi assez vite, parce que physiquement, j'ai grandi vite étant jeune. Je suis pas forcément très grand, hein, je fais 1,80 m, mais étant jeune, j'ai grandi très vite. J'ai été assez vite costaud pour mon âge, on va dire et ça m'a permis du coup de traîner avec des gens plus grands et j'ai tout simplement noté leurs erreurs, OK. tout simplement. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient pas, pourquoi, comment, les fréquentations, leur rythme de vie. J'ai plein d'exemples en tête comme ça de personnes plus âgées qui ont fait des choix finalement, qui le regrettent amèrement, peut-être même aujourd'hui encore, je sais pas. Mais il y a cet élément-là qui vraiment rentre en grande ligne de compte. Et vu que je suis un anticonformiste, bah, du coup, je n'ai pas copié. J'ai fait l'exact opposé, en fait. Donc ça aussi, je pense que c'est un élément important dans mon parcours. Ensuite, je dirais, mon père. Bizarrement, j'ai pas grandi avec mon père, mais en le rencontrant et en apprenant de lui par la suite, en étant beaucoup plus adulte et cetera, bah, j'ai découvert que finalement cet anticonformisme et même ce côté qui peut être un peu leader, je mets des guillemets parce que je m'estime pas être un leader, mais je pense que je suis très exigeant envers moi-même et du Tu coup, estimes pas être leader? je m'estime pas être leader. Et Ou alors, je suis leader par l'exemple, mais je m'estime pas ça les reste un leader. moi, je pense que c'est les autres qui font de toi un leader. C'est pas Mmh. toi qui dis que tu es leader. C'est comme quand on dit, enfin, je me vois pas me dire, «Je suis beau, je suis costaud, je suis ceci, je suis cela». C'est Mmh. aux autres de le dire, de le définir et voilà, Mmh. on va dire, de l'approuver socialement. Mais sinon, moi, en ce qui me concerne, c'est pas un élément déterminant dans la constitution de mon identité, on va dire. Mmh. Hem, donc si on revient à ce qu'on disait tout de suite, hem c'est vraiment ouais, c'est vraiment le fait de rencontrer mon père et de découvrir son histoire, qui m'a permis, en fait, de comprendre aussi une partie de cet anticonformisme et justement de ma démarche, et de mes relations avec les autres. OK. Ouais, non, c'est fou, de toute façon, on pourra en parler longtemps, hein. Il y a même des livres de cette bibliothèque Ouais, qui sont sur, l'épigénétique, la génétique et c'est ça. cetera. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui arrivent à nous définir et puis on hérite de beaucoup de choses et de Exact. certains comportements et cetera. Ouais. Je fais un petit bond parce que tu as dit que tu as commencé justement, en tout cas, à porter cette vision de totem quand tu étais toujours en études Mmh. et que du coup, tu travaillais seul sur les projets et cetera. Pour toi, avec le recul maintenant, puisque tu as quand même de l'expérience, quel est ou est-ce qu'il existe un apport des études dans ta forme d'entrepreneuriat aujourd'hui? Qu'est-ce que les études t'ont apporté par rapport à l'entrepreneuriat? C'est la structure. Mmh. Oui, oui, la structure. Hem, beaucoup de structure dans le sens où je pense que ça m'a évité pas mal d'erreurs quand même, heu, sur le développement d'une offre ou d'un produit. Sur, l'aspect financier aussi, comprendre des choses, assez basiques. Il y a des gens qui m'ont
des entreprises qui communiquent beaucoup d'ailleurs sur internet en disant: «Oui, je génère, 1 000 000 de CA, 2 millions, 500 K», OK, d'accord, mais c'est quoi le résultat net? Mmh. C'est vrai. Tout simplement. Mmh. Tu estimes que tu as telle ou telle valo, d'accord, c'est ta perception, mais c'est d'après quelle méthode? Mmh. J'ai, tant de patrimoine immobilier, d'accord, mais il y a combien de pourcentage de dette dedans? Mmh. 100? 50? 75? Mmh. Voilà, ça m'a permis vraiment de garder les pieds sur terre et j'en apprends encore, actuellement. C'est-à-dire que, j'ai lu, d'ailleurs c'est Moulay, donc l'un des fondateurs de Anka, Africa pour ceux qui connaissent, qui m'a envoyé un article sur, la classification, licorne, décalicorne et cetera et ça m'a fait rire parce que je me suis dit: «Mais en fait, dans ce dans ce classement, des boîtes qui font entre 1 000 000 et 3 millions de CA, c'est des blattes» et du coup, ça rend très, très humble tout de suite. Très, très humble. Mmh. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est super, tu développes un business, bon voilà, il y a un certain montant de CA, mais à l'échelle mondiale en termes de business, ça ne représente rien du tout. Ça représente rien du tout et souvent en plus, ce qui est intéressant je trouve, c'est que souvent une licorne, elle a quand même un impact assez conséquent sur le monde. Donc l'un va rarement sans l'autre. À quelques exceptions près, on peut les compter sur les doigts d'une main, mais en général, heu, une boîte, entreprise, start-up, quelle que soit la dénomination et quel que soit le type d'entreprise, elle va avoir un impact, elle va se concentrer sur l'impact avant de calculer finalement combien de CA ça génère et cetera. C'est quel est l'impact potentiel? À quel point, je vais pouvoir faire en sorte que, je sais pas si je prends les réseaux sociaux, comment je vais faire en sorte qu'1 milliard de personnes dans le monde ouvrent l'application? C'est peut-être pas la question de départ d'ailleurs qui se pose, mais au bout d'un moment, il se pose ce genre de questions. Et là, on sait qu'on est arrivé à un niveau où on a potentiellement un réel impact. Mmh. Donc voilà. OK. Effectivement, tu parles d'impact et je pense qu'il y a 2 gros jeux, heu, dans l'entrepreneuriat. Je m'explique. Il y a le jeu effectivement de dire alors on va prendre celui des startups qu'on a connu pendant un petit moment, ça s'est un peu baissé, mais typiquement sur les 3 les 2-3 années précédentes, il y a eu des levées de fonds à gogo. Mmh. Plein de levées de fonds, il y avait beaucoup d'argent et cetera et puis depuis effectivement, qu'on a une situation économique qui est un peu plus difficile, il y a quand même moins de levées de fonds et pour lever, c'est beaucoup plus difficile, il faut montrer beaucoup plus de choses. Hem, pourquoi je veux comparer ça? Après, je vais te poser la question. En gros, il y a eu beaucoup, comme je te disais, le jeu de dire, c'était un petit peu la course à la levée. Mmh. Qui est-ce qui lève le plus vite, le plus gros montant et cetera. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les startups donc ont un impact ou en tout cas une orientation innovante, si je puis dire, viennent des fois, ben, en tant que nouvel entrant sur un marché et veulent justement récupérer des parts de marché. Donc, on lève de l'argent pour pouvoir faire beaucoup d'acquisitions clients. Donc, en général, ça se traduit par une équipe de sales, donc de commerciaux, plus du paid, etc., des stratégies. Donc, pour avoir un CAC, donc un coût Mmh. d'acquisition client plus élevé, parce que à la fin, celui qui peut dépenser le plus d'argent pour acquérir un client l'aura. Et donc, du coup, même si on n'est pas rentable sur le papier pendant quelques années, le fait de dire: «Je récupère 1 point du marché, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points» et cetera. Au bout d'un moment, j'aurai une assez grande part de marché et je serai rentable in fine et puis du coup, bah, la valo se basait effectivement sur le coût d'acquisition qu'on avait, hem, comment on arrivait justement c'est tout ce qui était rétention, la customer lifetime value et cetera. Donc c'est beaucoup comme ça qu'on évalue. Donc ça, c'est un des jeux, celui qui consiste à ce jeu-là, ce jeu de levée de fonds et puis après ça dépend aussi des types d'industries, puisqu'il y a des industries où en fait, il faut de l'argent dès le début ou des fois, c'est des trucs très technologiques, ben, il faut du dev et pour du dev, il faut de l'argent et cetera. Et de l'autre côté, il y a un jeu où c'est des business un peu à cash flow où en fait, très vite, on est capable de générer du cash, on est capable d'être rentable. On fait pas autant de CA que la startup, que le jeu d'avant, mais par contre, on est rentable. On est capable, de dégager du bénéfice, de redistribuer aux employés, d'avoir de l'equity, ouais, de faire une expansion, je mets des guillemets, «un peu plus saine». Je dis ça parce que moi, j'ai connu des boîtes en hyper croissance Mmh. et effectivement, bah
Ça dépend des boîtes, mais c'est pas la même chose. On met pas ça à l'échelle. C'est ça. Toi, à quel jeu t'aimes jouer? Au second, Pourquoi? la liberté. Pourquoi la liberté? La- alors là, parce qu'on n'est jamais vraiment libre, hein. Voilà, je préfère le dire aussi d'entrée, le mythe de l'entrepreneur libre, j'y crois pas une seconde. Ça tient pas debout, on est toujours dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Donc à partir de là, voilà. Après, pourquoi le second? Parce que tu es le seul maître à bord, entre guillemets. Tu es le seul maître de tes choix. Ça veut pas dire que tu es libre. Par contre, tu, tu as, tu as le choix de donner l'orientation que tu veux à ton entreprise. Ce qui n'empêche pas de croître. Nous, par exemple, on a doublé le chiffre d'affaires sur 3 ans consécutifs. Donc, effectivement, quand on a des opérations qui fonctionnent bien, qu'on a trouvé le product market fit, comme partout, bah, on croît. Alors, effectivement, on ne va pas croître comme une start-up qui a levé 1 million, 2 millions ou autre. Et en plus, ça dépend du business model et de beaucoup de paramètres d'ailleurs. Mais l'un des, des éléments, ça me fait rire parce on en a souvent parlé avec Moulay, encore, qui est une personne dont je suis assez proche, qui me disait, vous savez pas la chance que vous avez de ne pas avoir de compte à rendre à des actionnaire. Ah, intéressant ça. C'est enfin vraiment le mythe de la start-up qui est en hyper croissance et c'est génial, etc. Ok, c'est la vitrine. Mais derrière, faut assumer les comptes rendus aux actionnaires, faut assumer le fait de préparer la prochaine levée de fonds alors qu'on vient tout juste de lever. Ça aussi, c'est des éléments dont on ne parle pas forcément hyper souvent. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Heu, Nous, dans notre cas, par exemple, sur le papier, c'est clair, on peut avoir de très beaux résultats, on peut avoir un beau CA, c'est joli, tout ça, sur le papier. Après, comme par rapport à une start-up, nous, on est une PME, on peut avoir des soucis de trésorerie. Parce que sur le papier, il y a inscrit des montants. Et en banque, il n'y a pas les mêmes montants. Mm. Et le delta, bah, il faut le gérer. Et du coup, forcément, ça fait appel à un peu d'ingénierie financière, beaucoup de réseaux, beaucoup de relance, beaucoup de soft skills, d'écoute aussi. C'est beaucoup de choses finalement tout ça. C'est beaucoup d'humain au final. Parce que finalement, la personne qui va appuyer sur le bouton et qui va dire «je paye totem», bah, c'est un être humain. Mm. Donc cette personne-là, il faut la comprendre, il faut la connaître, il faut comprendre ses enjeux, il faut comprendre son contexte. Et c'est un sport. C'est clairement un sport et peut-être encore plus en Afrique qu'en France. Et encore, je suis pas sûr parce que bon, parfois, selon les entités avec lesquelles on travaille, les délais peuvent être assez longs aussi en France. Mais c'est vrai que c'est un vrai sport dans le contexte africain. Il y a un moment où vous avez eu envie de lever? Hmm, bonne question. Est-ce que je peux parler de ce sujet-là? Alors, j'essaie de parler d'un point de vue vision. Dans le sens où, forcément, en fait, de par notre vision, à un moment donné, il faudra lever. De par notre vision, de par notre ambition, il faudra lever. Après, il y a plusieurs manières de lever. Selon l'activité, selon ce qu'on va développer. Comme je le disais, on a plusieurs entreprises, donc plusieurs types de développement possibles. On n'a pas encore tranché. Il y a potentiellement des activités où on va orienter le développement sur un développement type start-up, peut-être. Ça dépend si on met de la technologie ou pas. Il y a d'autres activités où on se dit que ça doit être plus une machine à cash. Donc, bah, du coup, on va arbitrer, se dire, bon, bah voilà, on va aller chercher de la marge, etc. Il y a d'autres business où on va se dire, ah bah, faut aller chercher de la part de marché. Parce que c'est important en termes de branding, en termes de beaucoup de choses, voilà. Donc, d'un point de vue global, on a une target que je communiquerai pas, mais on a une target très précise qu'on veut atteindre dans un temps donné. Et par rapport à cette target, Target de CA, tu veux dire? ouais, target Ok. de CA et même target de marge, Ok. et par rapport à cette target, forcément,
tous les moyens sont bons, entre guillemets, pour y arriver, y compris la levée. Si on trouve que la levée est pertinente, qu'on est prêt à faire une levée, élément très important, préparez-vous avant de faire une levée. Vraiment, vraiment, j'insiste sur ce point, préparez-vous. N'y allez pas comme ça en se disant: «Ah, j'ai eu une opportunité, machin, un tel m'a contacté», on commence à débuter des discussions et cetera et après on peut se rendre compte que, ah ben, en fait, finalement, mes comptes sont pas bons, ils sont pas orientés, ils m'avantagent pas. Mon résultat, finalement, qu'on croise plusieurs données, et qu'on le compare à leurs experts, eux pensent qu'on a un résultat de tel montant alors que nous, on n'est pas d'accord. Et derrière, il faut avoir les éléments pour argumenter. Faut pas oublier que les levées ou les rachats ou les prises de participation, parce qu'il y a d'ailleurs plusieurs mécaniques de financement possibles. On parle souvent de la levée parce que c'est le modèle startup qui est beaucoup mis en avant, et cetera. Mais il y a vraiment d'autres modèles de financement qui permettent justement de développer son activité. Donc il y a la prise de participation, donc majoritaire ou minoritaire. Et on a aussi, bon, c'est principalement ça. Et on peut avoir aussi de l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire aussi, en apportant certaines garanties, aussi en mobilisant certaines ressources, on peut, entre guillemets, lever auprès d'une banque. Mmh. Mais voilà, c'est différentes manières de financer son activité, son entreprise, sa start-up, sa PME. Mais dans notre cas, vu qu'on a plusieurs entités, on est en train de chercher la meilleure formule justement pour développer les différentes business units, du coup, heu, au sein du groupe. OK. Ouais, effectivement, comme tu disais, déjà sur l'aspect des comptes, de la vérification, il y a ce qu'on appelle, ouais, une due diligence. Je sais pas comment on dit ça en français. Ah, j'avoue, je sais pas Ouais, trop dire. ou une vérification, je sais Oui, pas, mais en tout cas, effectivement, tout ce qu'on a avancé, on va vraiment le vérifier, ça va être passé au crible. Donc effectivement, je pense qu'effectivement, comme tu dis, il faut être préparé parce que au niveau administratif, ça peut prendre beaucoup de temps, de tout rassembler et cetera, donc il me semble qu'on m'a communiqué une moyenne. Alors quand on est vraiment, vraiment, vraiment prêt, ça peut mettre entre 6 et 12 mois OK. et quand on n'est pas prêt, 18 mois, Ouais, voire 24 mois, quoi. ouais, ça peut être, Et ça compliqué. ouais, ça peut être vraiment compliqué. Ça peut et d'ailleurs, le fait d'être prêt peut faire échouer des deals. Et Clairement. ça, c'est oui, c'est vraiment, on peut avoir, en gros, dans sa gestion administrative ou financière, des red flags pour l'acheteur ou l'investisseur, quel qu'il soit. Mmh. Clairement. En fait, pourquoi je te pose la question des différents jeux? En fait, alors, en tout cas pour être allé à Abidjan, 2 fois l'an passé, c'est un marché ultra dynamique. Mmh. Les choses vont très vite et effectivement, Totem, je pense aujourd'hui est ultra, ultra bien positionné. Vous avez plein de deals et vous avez aussi des relations de confiance que vous avez pris le temps de nouer et cetera, donc ça, on ne peut pas l'enlever, c'est très important. Mais je me dis justement, dans un marché qui peut devenir très vite concurrentiel, Mmh. il y a un moment, des fois, tu dois accélérer, Mmh. tu vois? Parce qu'effectivement, je pense que déjà le fait, alors je sais pas parce que j'ai pas tout l'historique, en tout cas des agences de communication et après tu nous parleras du business model de Totem. Mais j'ai pas l'historique de tout, donc est-ce que vous êtes chez les premiers, pas les premiers? Mais en tout cas, je pense que vous êtes dans les premiers, ça c'est sûr et certain. Mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique de façon générale commencent à briller pour beaucoup. Donc il y a potentiellement des nouveaux entrants qui vont arriver, qui potentiellement peuvent avoir plus de fonds, d'autres stratégies, mais l'avantage aussi, c'est que pour se lancer dans un marché, il faut bien le connaître. Mmh. Je pense que la connaissance terrain, ça par contre, vous l'avez, tu vois? Mais je me dis, à un moment, Totem doit se dire, je pense qu'il y a eu une réflexion à un moment de se dire: «Joe, faut qu'on accélère, hein. Comme on accélère, il faut des fonds parce que» Tu veux me tirer les verres du nez? non, je n'attire pas, mais ce que je dis, c'est que de façon très pragmatique, avec un Ouais. cerveau très analytique, Oui, il y a un moment, tu te dis forcément: «OK, on est bien positionné, ça marche bien, oui. mais vu l'ambition qu'on a et le marché qui devient concurrentiel, il y a un moment, on a besoin d'accélérer, qu'on le veuille ou pas. Même si on veut pas jouer à ce jeu-là, il y a un moment, ça va arriver». Comme tu l'as dit et comme tu l'as dit, tous les moyens sont bons pour accélérer. C'est pour ça que je dis ça, je Mmh. confirme juste, Bien sûr. ce que tu disais. Et donc du coup, donc maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles, voilà, du business model de Totem aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vendez? À Mmh. qui? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on vend? On vend de l'accompagnement et du conseil en communication digitale, principalement auprès, d'annonceurs internationaux qui souhaitent toucher une cible panafricaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on a
des équipes opérationnelles, social media manager, community manager, chef de projet digital, développeur, bref, j'en passe. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de métiers différents surtout. Et on vient chez nous principalement pour notre capacité à exécuter, j'ai envie de dire massivement. Heu, Pourquoi? Parce qu'on va avoir des annonceurs qui vont avoir, sur on va dire des verticales très, concurrentielles, par exemple les telcos. C'est hyper concurrentiel, ça demande beaucoup de ressources, à jour en termes de compétences et surtout, déterminés à justement faire briller la marque. Et du coup, nous, c'est ce qu'on va chercher à recruter, à former et finalement, construire ce qu'on appelle des social media, rooms, pardon, des social media rooms pour nos clients. Social media room, c'est tout simplement une équipe digitale dédiée aux clients qui va exécuter, heu, concrètement de la communication digitale sur ces réseaux et aussi, de plus en plus, on a des enjeux de marketing digital auprès de nos clients. OK. Voilà, Aujourd'hui, tu as une agence, combien de personnes? 60. 60 personnes. Ouais. Moi, j'ai juste fait des fois des petites missions de squad avec des potes freelance, c'était déjà chaud. Mmh. En termes de communication, Ouais, en termes de compréhension, oui. en termes d'attente. Le client qui attend X, on a compris Y, on a Mmh. livré Z, les gens sont pas contents, et cetera. En plus, donc, comme au moment où on parle, donc vous êtes dans combien de pays aujourd'hui, Totem? 8 pays. 8. 8 pays, si je dis pas de bêtises, 8 pays, oui. OK. 8 pays, potentiellement à minima, je dis bien minima, 8 façons de travailler différentes, Mmh. en termes de culture, en termes, voilà, de compréhension, en termes de valeurs, et cetera. Mais je pense quand même que vous ouais, je pense que vous mettez quand même pas mal d'énergie à ce que la personne ait quand même des valeurs, les valeurs du groupe. Mais effectivement, bah, les gens ont leur culture, hein, ils ont leur façon de travailler. C'est quoi les défis qu'on rencontre quand on est une agence? Comme Totem. Une agence comme Totem, les défis, c'est de trouver les talents qui vont adhérer justement à cette vision de construire, d'être un pont, de construire, justement ce pont entre c'est principalement ces 2 cultures, hein, donc qui sont, la culture française et celle qu'on peut retrouver dans différents pays du continent. Donc je dis ça principalement parce qu'on travaille aussi avec des, entreprises, espagnoles, on travaille avec des entreprises, américaines, donc de manière ponctuelle ou pérenne, hein, ça dépend des typologies de contrats et cetera. Mais oui, ça va être, vraiment ce critère de s'adapter à la vision parce qu'elle est primordiale. Parce que concrètement, si tu n'es pas capable, en fait, de comprendre le mindset d'une personne qui vit aux États-Unis et après de parler je sais pas, au prestataire en local qui va aussi avoir une autre réalité, tu peux pas réellement t'épanouir chez nous. Il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit et ce mindset qui te permet justement d'être adaptable à plusieurs types de situations. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Ensuite, on a aussi bah, la compétence en local, qui est de plus en plus accessible, qu'on a commencé. C'est vrai que c'était pas aussi simple. On a beaucoup formé, j'ai passé pas mal de temps, et cahier compris, sur la formation. On y passe aussi encore beaucoup de temps justement par rapport à la concurrence. Tu parlais tout à l'heure de concurrence. Heu, Nous, ce qui va un peu définir notre boîte, on a une private joke du coup qui sera plus private, mais on est beaucoup vu un peu comme le Borussia Dortmund des agences, locales. C'est-à-dire qu'en gros, pas mal de personnes sont passées chez nous et après derrière ont pu négocier des salaires assez confortables. Donc oui, il y a cet élément-là qui, finalement, pour revenir à notre sujet, c'est, en troisième point, ça va être la marque employeur. Être vraiment avoir une marque employeur vraiment puissante. Donc il y a beaucoup de choses qui participent à ça. Il y a le rayonnement d'Adicom. Adicom qui est un événement qu'on produit depuis 2017 maintenant déjà, donc qui réunit finalement notre écosystème pour vraiment aller au plus simple, l'écosystème africain digital. On a la chance même parfois, à une édition, on a reçu, de grandes personnalités du Nigeria,
La dernière édition en France, on a fait venir, on a eu la chance du coup de faire venir de gros créateurs de contenu qui ont participé à l'événement, qui ont pu partager justement leur expérience de la création de contenu et manière plus globale même de leur vie aussi, de leur perception du business, parce qu'il y avait un angle vraiment très business à cette édition. Euh, donc voilà, marque employeur de manière globale, c'est très important. Je pense que ces trois éléments nous permettent en tout cas pour l'instant de garder une longueur d'avance. Et forcément, comme tu le disais, pour, enfin, j'ai une devise, hein, c'est croître ou mourir. Croître ou mourir. C'est sur nos marchés, à un moment donné, effectivement, ça va s'accélérer. On le sait, on se prépare et on va y faire face. OK. C'est vrai que j'ai un ami, qui s'appelle DJ, qui dit Mhm. quelque chose, moi, qui m'avait marqué, qui m'a fait prendre des décisions très importantes dans ma vie en 2022. Il m'a dit: «Jérémy, le surplace n'existe pas. Mhm. Soit tu avances, soit tu recules». Et ça m'avait travaillé pendant longtemps. C'est très vrai. Ça m'a travaillé pendant longtemps. C'est très vrai. Parce qu'en fait, effectivement, avancer ou reculer et cetera, tout est dynamique, en fait. Tu avances par rapport à, tu recules par rapport à et donc en fait, tu peux pas rester sur place parce que tout reste dynamique autour de toi. De façon physique, en fait, il a raison, en fait, il y a pas forcément de surplace et moi, ça m'a fait beaucoup travailler et ça m'a fait changer beaucoup de choses au niveau business, au niveau pro aussi et je pense que quand tu évoques ça, en plus encore une fois, sur le marché, sur lequel vous êtes, en tout cas principalement, c'est vrai que c'est super important de croître parce que tôt ou tard, et puis même pour renouveler l'offre, pour renouveler, Bien pour sûr. proposer de nouveaux services. Je pense aussi que le fait que vous accompagnez des clients, ben, il y a aussi, pour moi en tout cas, une approche produit qui est intéressante. C'est que quand tu résous certains problèmes, ça te permet d'en découvrir des nouveaux. Mhm. Et le business est assez simple. C'est, il y a un problème, est-ce que je suis capable en face de mettre une solution adéquate? Donc je pense que le fait que vous travaillez des clients, vous avez déjà vu, je pense, beaucoup d'autres pain points. Maintenant, comme tu dis, il y a les vrais enjeux de dire: «Est-ce qu'on a des personnes adéquates pour résoudre ces problèmes? Heu, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'en termes de marche, c'est intéressant pour nous ou pas?» et cetera et cetera. Parce que on va pas s'amuser non plus à résoudre tous les problèmes. Bien Donc, sûr. ça aussi, c'est des vrais sujets. Donc effectivement, là, on a une vision très macro de Totem. On va rentrer un petit peu dans les détails, mais on a une vision très macro. Repassons sur l'individu. Comment on se préserve en tant que CEO ou cofondateur, si je puis dire? Parce que il y a 60 personnes, potentiellement, je mets des guillemets, qui dépendent de toi. Mhm. Ces 60 personnes ont des familles, donc attention, s'ils sont virés, pas virés, s'ils sont payés à temps, pas à temps, s'ils sont épanouis, pas épanouis. Tu gères potentiellement beaucoup de communication aussi à distance. Donc Mhm. entre l'écrit qu'on a, l'interprétation, comment ça se gère. Et donc du coup, ces quelques éléments que j'ai évoqués, et il y en a, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a potentiellement d'autres parce que toi aussi, tu as ta propre vie, tu es un individu, tu as des choses à gérer aussi. Ça. Comment on réussit à rester, je dirais, stable Mhm. avec potentiellement une charge mentale aussi élevée? Euh, Bon, déjà, je vais me mettre dans le camp des féministes. Les hommes n'ont pas de charge mentale, déjà. On a des préoccupations. Euh, je dirais pas que j'ai... Après, je dis ça en rigolant, bien évidemment qu'on a une charge mentale. Maintenant, c'est comment je la gère. Beaucoup de sport. Euh, une femme à mes côtés qui est incroyable. Parce que peu d'entrepreneurs en parlent, mais franchement, enfin, qu'on soit femme, si on a, enfin, d'ailleurs, quelle que soit l'orientation sexuelle, si on n'a pas un partenaire de vie qui comprend certaines choses, qui sait aussi rééquilibrer certaines choses, ça peut être compliqué, très compliqué. Bon, moi, je suis croyant forcément en Dieu. J'aurais dû même le dire en premier. Ta Ensuite, femme est entrepreneur?
Non, pas du tout. OK. Justement, c'est d'autant plus un effort parce Mmh. qu'on n'est pas du tout dans le même univers, les mêmes perspectives. Voilà, faut s'adapter et s'équilibrer. Euh, En dehors de ces trois éléments essentiels, bah, je pense que je vais revenir à ce qui me définit, c'est-à-dire mon anticonformisme et mon calme. J'ai un ami qui me dit, qui me définit comme ça, par une expression, il me dit, faut se méfier de l'eau qui dort. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en surface, je peux être très calme, mais ça ne veut pas dire que rien ne m'atteint comment dire, ou me chauffe, j'ai envie de dire, de manière assez triviale. Mais oui, il faut regarder cette sérénité, en tout cas apparente, pour justement la communiquer aux équipes. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des entretiens individuels avec des collaborateurs euh, X qui me disaient, mais en texto, je serai à ta place, je sais pas comment je ferais. Parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas le tempérament de tout le monde de pouvoir gérer tout ça. Euh, Après, d'un point de vue plus collectif, il y a et de culture d'entreprise. Forcément, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, sur tout ce qui va être team building, tout ce qui est aussi relationnel. J'hésite pas. Par exemple, j'ai pas ce truc de grosse tête de me dire oui, machin, moi je peux pas parler à un CM, machin, ouais, j'ai pas leur temps, je sais pas quoi, non. J'ai pas du tout cette distance-là. Pour moi, chacun a son rôle en fait. Donc forcément, oui, il y a des rôles plus rémunérés que d'autres, mais c'est pas les mêmes responsabilités. Par contre, j'attends le même engagement, quelle que soit la personne au sein de chez Totem. Le seul, la seule variable en réalité, c'est les compétences et les responsabilités. Mais sinon, voilà, si je peux demander quelque chose en 5 minutes à ma directrice de l'opération, comme je vais le demander à, je sais pas, quelqu'un à la finance ou comptable ou je ne sais quoi. J'ai pas du tout ce truc. Je sais pas, c'est ma manière de manager, c'est ma manière d'être. J'essaye d'être le plus juste possible, je pense. Quitte à passer parfois pour le méchant. Mais j'essaie surtout d'être le plus juste parce que professionnellement, j'ai vécu des injustices. Donc je sais très bien, j'ai déjà été de l'autre côté. Donc je sais très bien comment peuvent être perçues les choses. Donc j'essaie d'être vraiment le plus juste possible. Quand tu parles de décisions, les plus justes, alors, je vais te donner le parallèle avec mon expérience, tu vas me dire Mhm. toi comment tu gères ça. En général, quand on en vient à manager des gens, il y a parfois des décisions difficiles, Mhm. OK? Hem, moi, j'ai jamais eu à gérer 60 personnes, Mhm. mais j'ai eu à peu près 5 personnes et effectivement, des fois, il y a des décisions à prendre. C'est-à-dire, il faut aller, dire à la personne: «Beh, écoute, en fait, tu as essayé» ouais, tu essaies en tout cas, dans ma façon, moi, de manager, j'essaie, voilà, de trouver des solutions sans même rien te dire parce que Mhm. ça vient d'en haut. On me dit déjà: «Mais attends, ton gars là, c'est bizarre» et cetera. Mhm. Donc moi, j'essaie de trouver je suis toujours à trouver des solutions et je pense que en tant qu'entrepreneur ou même en tant que bon manager, je pense, ou même en tant qu'employé, je pense pas qu'il y ait de statut pour ça, mais Mhm. j'aime toujours être focus sur les solutions en me disant: «Voilà, comment on peut trouver une solution?» Donc on me dit: «Voilà, la personne ne fait pas l'affaire» ou et cetera et cetera. Je me dis: «Bon». Moi, j'essaie de comprendre déjà, tu sais, c'est un peu, comme quand on est sur l'autoroute. Souvent, imaginons quelqu'un va nous faire une queue de poisson, Oui. on va se dire: «Ah ouais, mais il roule trop mal, Mhm. il sait pas ce qu'il fait». Oui. Mais jamais on va se mettre à la place en se disant: «Peut-être qu'il vient d'apprendre que son fils, a eu un problème» Oui. ou peut-être qu'on vient de l'appeler et sa femme, va potentiellement accoucher ou et cetera. Donc on se met jamais dans on n'a pas assez d'empathie des fois et on se dit on voit juste de l'extérieur en se disant: «Il conduit mal», mais on ne sait pas de se dire: «Pourquoi il conduit mal? Qu'est-ce qu'il fait?» Et donc du coup, moi, mon approche, c'est toujours d'essayer de voir, voilà, est-ce qu'il y a peut-être des éléments il y a des variables que j'ai pas. Des fois, tu sais, tu penses que le jeu, il a 52 cartes, il Mhm. en a 78. Oui. Donc il y a des choses que tu occultes, que tu ne sais pas et quand Oui. tu, en fait, comprends, tu te dis: «Ah ouais, en fait, peut-être que le mec, il vient de perdre sa maison, peut-être qu'il vient de perdre un proche, Mhm. mais c'est pour ça peut-être qu'il a une baisse». Donc j'essaie déjà de m'intéresser à ça, bon, en tout cas, en respectant quand même la vie privée de la personne, mais de m'intéresser à ça. Mais à un moment, tu as essayé et cetera, il y a une décision difficile qui arrive
où tu dois effectivement alors ça peut être ça, il y a d'autres décisions difficiles, hein, bien mais sûr. ça peut être celle-ci en disant: «Beh, écoute, finalement, je suis désolé, mais tu fais pas l'affaire et on va potentiellement se séparer». Oui, Tu vois? Les décisions difficiles, comment toi tu les gères? Parce que tu y es aussi confronté. bien sûr. C'est potentiellement aussi une charge mentale. Alors ça dépend de ta personnalité et cetera, mais comment tu gères ça? Non, bah, peut-être justement le côté colonel fait que je suis assez tranchant là-dessus. Parce que je suis tranchant par principe, même pas par valeur, par principe, dans le sens où, heu, enfin, avec les années, hein, je parle vraiment à l'instant T, parce que par le passé, c'était pas forcément le cas. Bien sûr que on a plus ou moins tâtonné, on n'a pas su forcément s'y prendre comme il fallait, exactement comme il fallait, et cetera. Mais finalement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. Et du coup, à l'heure actuelle, grosso modo, le système qu'on met en place permet forcément de respecter certains principes, dresse un cadre qui fait que je suis relativement à l'aise pour, tout simplement dire que la sortie est une solution, pardon. Pas une option, est une solution. C'est d'abord une option et après ça devient une solution. Il y a différents steps, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, il faut comprendre que la sortie est une solution. Pour les 2 parties, hein, Mmh d'ailleurs. mh. Pour les 2 parties, la sortie peut être une solution parce que, d'ailleurs une sortie peut s'organiser, peut s'anticiper. C'est super important. Ça, on apprend un peu sur le tas, même si théoriquement on apprend des choses, mais en réalité, c'est vraiment l'anticipation. C'est la détection des signaux faibles, j'appelle ça moi. OK. Juste question, les contrats alors dans plusieurs pays, Mmh. est-ce que c'est des contrats qui ressemblent aux contrats français? Ou c'est quand même différent? C'est pareil, ça peut être freelance, CDI, CDD, D'accord. c'est les mêmes appellations, les m quasiment mot pour mot les mêmes lois, D'accord. franchement, il y a pas une très grande différence. OK. Et donc du coup, tu vois, on parlait de charge mentale. Mmh. Tu disais que tu as un côté colonel et cetera. À ça, j'y adosse justement, toi, tu disais, tu as dit à un moment dans cet échange que tu étais exigeant avec toi-même. Mmh. Mmh. Donc potentiellement, qui dit exigeant avec soi-même dit aussi peut-être travailler beaucoup Mmh. à certains moments. Comment? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es CEO, founder d'une boîte, porteur d'un projet, tu as assez un management où tu leads par l'exemple. Donc potentiellement, tu sais, je repense à quelqu'un là que j'ai en tête, que je connais très bien aussi, qui a une boîte ou autre, qui dit quelque chose, alors c'est très radical, je ne dis pas que tu fais ça, mais c'est très radical, il me dit: «Quand je rentre dans une pièce, je ne laisse personne travailler plus que moi dans la pièce». Mmh. C'est sa façon de faire. Et donc du coup, en tant que CEO, tu as potentiellement travaillé beaucoup. Comment, tout en restant porteur d'une vision, porteur d'un projet, en ayant en tête de pouvoir motiver les équipes, Mmh. transmettre des valeurs, et cetera, comment on fait en sorte de ne pas s'oublier dans son projet? Parce qu'il y a Anthony, le CEO, Oui, mais aussi Anthony l'humain. bien sûr. Comment on réussit à faire la part des choses? Alors, ça va peut-être être paradoxal, mais j'estime que je dois être la personne qui travaille le moins dans mon entreprise. Mmh. Juste, j'estime que je dois être le moins talentueux, je dirais pas le moins intelligent parce que c'est pas le sujet, mais le moins talentueux et c'est la personne qui travaille le moins. Pourquoi? Heu, Parce que je suis là pour prendre des décisions et en fait, le là où je vais travailler dur, c'est sur le fait de prendre des bonnes décisions et pour prendre des bonnes décisions, il me faut de la data et pour avoir de la data, il faut que je manage bien et pour manager bien, il faut que je parle à tout le monde. D'où mon approche justement de pas avoir de frein à parler à un tel ou un tel. Pour aller sentir les signaux faibles, Mmh. on a besoin de parler à ceux qui sont sur le terrain tous les jours, qui sont en train de répondre aux commentaires. Heu, enfin, j'ai envie de dire l'or noir d'un community manager, c'est, la modération. C'est là que tout se passe. C'est là où on va chercher les meilleurs insights.
C'est là où on va trouver les meilleures idées créatives, clairement. Donc, c'est pas juste de la parlotte quand je dis ça. C'est que c'est réel. C'est réellement comme ça qu'on fonctionne, en fait. Et on a besoin de ça dans notre métier, euh, parce que d'un point de vue management et humain, forcément, c'est mieux pour tout le monde. Et parce que concrètement, ça contribue au business. Les clients, ils viennent nous chercher pour ça. C'est pour notre capacité à délivrer de la créativité vite et beaucoup, en fait. Mmh. Donc, si on n'a pas cet état d'esprit d'être, on va dire, un peu quotidiennement sur le terrain, d'une manière ou d'une autre, hein, je ne dis pas que je suis sur tous les sujets, avec tous les clients, non. Je suis un être humain, bien sûr. Mais il y a, on va dire que j'ai des terrains de chasse. J'ai clairement des sujets, c'est mon terrain de chasse. J'y vais, je suis sur le terrain, peut-être pas tous les jours, mais j'y suis. Et c'est ça qui me permet de remonter des datas, des signaux faibles, et par la suite de prendre les bonnes décisions et de faire les bons moves. Parce que si je suis déconnecté totalement de la réalité, je peux pas faire les bons moves. Ça n'existe pas. Parce que il y a entre guillemets forcément le phénomène de l'écho qui se met en place. Parce que bah, l'info A devient A', seconde, etc. Et en fait, le message final est complètement difforme. Donc, forcément besoin de beaucoup travailler finalement sur, comme je l'ai décrit précédemment, le fait de prendre les meilleures décisions possibles. Tu es un féru de marketing. Yes. Marketing digital, mais bon, de façon globale, Oui. marketing digital. C'est quoi concrètement pour toi? Pour moi, le marketing, c'est l'art de passer à l'action, de faire passer à l'action. OK. C'est finalement, ce qui est plus paradoxal, c'est que ce qui nous fait le plus passer à l'action, c'est le branding en Mmh. marketing. C'est la force du branding, la force qu'une marque peut mettre dans sa communication et nous faire passer à l'action. C'est la force du branding de Nike qui nous fait pas acheter ses baskets. Et ainsi de suite. Apple, c'est pareil, finalement. Apple ne communique pas sur ses prix, Mmh. ou très peu. Mais le branding est fait tellement puissant et tellement focus sur le fait de nous faire passer à l'action que bah derrière, ça génère du cerf. OK. Étant donné que tu as une vision très macro de l'agence, donc tu as potentiellement l'aspect business développement, tu as potentiellement l'aspect opération, tu as l'aspect marketing, Mhm. et cetera. Tu as l'aspect aussi produit, donc la qualité de ce que vous délivrez. C'est quoi le plus important quand on est une agence pour que ça marche bien et que ça réussisse? La rétention, donc le fait de bien exécuter. Mmh. Concrètement, c'est clairement ça qui marque, on va dire, notre réputation. Clairement, c'est que on va être en capacité d'exécuter l- beaucoup et longtemps dans le temps. OK. Parce que, comme je disais, voilà, on est plutôt sur des marques, des grands comptes, hein. Concrètement, on travaille avec beaucoup de grands comptes qui ont un certain niveau d'exigence dans l'exécution et qui fait que, bah oui, typiquement, il faut être présent quasiment 7 jours sur 7. Donc, ça demande un certain degré d'organisation, d'engagement des équipes surtout, et, du coup, qu'ils adhèrent à la vision. Parce que concrètement, dans notre vision, nous, l'annonceur n'est qu'un élément de l'écosystème. Il vient alimenter d'autres choses. Il vient alimenter le fait que des créateurs vont justement être payés pour produire des choses derrière. Ces créateurs vont pouvoir financer le court-métrage qu'ils doivent faire ou l'expo qu'ils doivent faire ou X projet. Derrière ces mêmes créateurs inspirent les futurs recrues qu'on va avoir potentiellement. Parce que un tel est très doué dans sa communication déjà de base ou dans sa manière de produire des visuels. Parce qu'il y a aussi beaucoup de talent justement dans le graphisme et dans l'art de manière globale. Donc pour ça, pour nous, tout ça est un écosystème. Et à partir du moment où euh, on a cette vision-là, il faut qu'on ait des personnes qui adhèrent et qui se disent, OK, euh, la personne de chez Orange est aussi importante que
le fournisseur qui va venir m'aider pour mettre des écrans digitaux, je sais pas où, ou qui est aussi importante que le stagiaire qu'on va recruter parce que justement, il aura été exposé à notre marque employeur, à l'image qu'on a. Il aura été attiré par justement le fait qu'on est en capacité de faire upgrade, de faire upgrade les personnes qui nous rejoignent, tu vois. Donc OK. tout a son importance. Et forcément, si on n'adhère pas réellement à cette vision globale, ça peut être compliqué. Parce que, bah oui, derrière, forcément, j'ai eu à me séparer de personnes qui avaient, même en interne, qui avaient des comportements pas possibles. Donc, c'est sûr que oui, encore une fois, la vision est super importante. Je veux aborder un sujet, Mmh. coup du marteau, Ouais, la canne. yes. On peut pas faire cet échange sans parler de la canne. Oui, De j'y la ai pas été malheureusement, mmh, mais voilà. la canne, pourquoi? Parce que alors effectivement, je pense que ça a été, un des gros événements qui a marqué, bah, le début de l'année 2024 et je pense que beaucoup de gens s'en souviendront, tant sur l'organisation ou autre et sur l'aspect justement un peu, hem, communication, marketing et cetera. Totem a joué quand même un rôle dans la communication de certains annonceurs ou autres. Exact. Parle-moi, parce que je pense que c'était le feu, Oui. parle-moi, de comment se prépare une CAN au niveau communication chez Totem et ensuite Oui. que tu me parles du day to day parce que je pense que même si on prépare à l'avance, la loi de Murphy fait que rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des imprévus et il faut avoir de la réactivité et cetera. Donc maintenant que un peu le feu est passé, Mmh. comment vous avez géré ça? Ah, j'ai envie de dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est la loi de la loco, hein. Parce que c'est la loi de la loco show. C'est la loi de la loco show. Ça s'est fait très, très, très rapidement parce qu'en fait, je ne connais pas la raison, mais les contrats de sponsoring se sont réellement signés et mis en place relativement tard. OK. Du coup, heu, on a la chance d'accompagner pas mal de sponsors de la CAN dans leur communication, digitale, annuelle. Et du coup, bah, finalement, on a été embarqués, enfin, de manière très rapide et dans un laps de temps très court pour préparer justement cette CAN. Alors nous, connaissant le terrain, forcément, on avait préparé. Donc oui, on l'a préparé. On s'attendait à une montée en charge forcément assez conséquente. Donc je peux potentiellement dire que, sur la CAN, on a dû passer d'un effectif de 60 à peut-être 75 ou 80 personnes, OK. forcément, avec des recrutements, enfin oui, des missions et recrutements, pour cette occasion. Donc oui, beaucoup de staffing dans un premier temps, ensuite, l'onboarding, tester les personnes et cetera et enfin, on va dire un management assez rapproché. Donc ça va, on est à un stade de l'agence où on a, par exemple, ma directrice des opérations ou mon directeur de création, parce que du coup on dit, direction factory parce qu'en gros c'est tout le pôle création de chez Totem qui est dénommé comme ça. Qui était auprès des équipes vraiment de manière, quasi quotidienne. Ça permettait aussi justement de garder un lien de management vraiment soutenu. Ils étaient eux-mêmes sur le terrain. Voilà, c'est tout cet aspect-là finalement humain qui a permis, de faire face à cette montée en charge et de préserver la confiance que, faisaient nos annonceurs, qu'ils avaient en nous, pardon. Mmh. OK, super intéressant et parlons justement des annonceurs. Aujourd'hui, en termes d'acquisition client, comment Ouais. ça se passe? Comment Totem trouve de nouveaux clients? Ah, bonne question. Comment Totem trouve de nouveaux clients? Beaucoup de recommandations, Mmh. énormément de recommandations même. Pour tout dire, on a eu un commercial qu'on n'a même pas mis sur la verticale agence. Il était plus sur la partie, formation, d'Adicom d'ailleurs. OK. Donc nous, au niveau de l'agence, on n'a jamais eu réellement de commercial.
ou de commerciaux, machin. On n'a jamais fait ça. Beaucoup de recommandations, beaucoup de rétention, parce qu'en fait, on a des clients qui, au fur et à mesure des années, ont, nous ont confié plus de missions, donc on a élargi les portefeuilles existants. Donc on a été, si on regarde, sur 3 ans, on a été très performant sur la rétention. Sur l'acquisition, moins, même s'il y en a eu des nouveaux, mais même les nouveaux sont beaucoup arrivés par recommandation justement, des pairs, de clients existants d'ailleurs, ou alors, du réseau, Mmh. notamment via Adicom parce que, Adicom nous permet clairement de nous positionner, en autorité, pas forcément leader, on n'a pas forcément Cette prétention. cette prétention, pardon, mais on a la prétention de fédérer. Mmh. On a la prétention de fédérer autour du digital et d'être un peu ce point de ralliement, d'où le nom Totem, très important dans notre ADN. Ce point de ralliement qui permet justement à tous les acteurs de se retrouver à un moment et de vivre réellement une expérience. Totem expérience. Voilà. C'est bien pensé Et oui. et effectivement, tu parles de rétention. C'est vrai que, moi, j'estime effectivement, on en parlait avec un autre invité, mais effectivement, quand on fait du bon travail, on sait communiquer sur de la prestation de service en général, hem, au bout d'un moment, il y a un bouche-oreille qui se fait. C'est-à-dire que quand un client est satisfait, il en parle autour de lui parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est dur de trouver des prestataires de qualité. Autant des fois de l'autre côté, on se dit: «Ah, c'est dur de trouver des clients», mais il y a aussi, des clients qui ont du mal à trouver des gens de qualité, en fait, tout Mmh. simplement. Hem et donc du coup, tu parles de ça, de rétention et cetera ou autre. Comment tu réussis à faire en sorte que tout le monde chez Totem ait les bonnes valeurs, la bonne façon de travailler? Parce que quand tu as beaucoup de personnes, Mmh. tu peux pas fliquer tout le monde. Tu vas pas Non, fliquer les gens, non. tu vois? Donc au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que l'individu fait quand toi tu le regardes pas, quand il sait que tu es pas là, quand potentiellement et cetera. Comment tu t'assures de réussir à transmettre les bonnes valeurs aux personnes qui rejoignent Totem? Alors, je pense que et d'ailleurs, on a encore du travail à faire là-dessus sur l'onboarding parce que, bah, mine de rien, on a grossi les effectifs assez rapidement. En toute transparence, je ne suis pas convaincu à 100 que tout le monde soit réellement bien onboardé et bien conscient justement de nos valeurs et de nos principes. J'insiste d'ailleurs sur le mot principe. Pour moi, il y a une vraie différence entre valeurs et principes. Pourquoi? Parce que pour moi, les valeurs, c'est plus en rapport, en rapport avec un état, le fait d'être quelque chose, alors que les principes, c'est de l'action. C'est-à-dire que j'applique un principe. Je prône un principe, je le mets en place. C'est beaucoup plus matérialisable pour moi. Par exemple, le principe de pas être en retard tous les jours, par exemple, Mmh. c'est un principe de respect. Le fait qu'on soit pas en retard tous les jours, clairement, ça communique aux autres le fait que je respecte le travail des autres parce que j'arrive pas en cours de réunion, une demi-heure après, alors que c'est moi qu'on attend, Mmh. par exemple. Et après là, comme ça, on peut en citer plein. Mais oui, les principes ont même plus de poids pour moi que les valeurs. Ensuite, pour revenir à ta question, hem, ouais, comme je disais, oui, je peux pas garantir là, à l'heure actuelle, que les 60 collaborateurs, soient imprégnés à 100 des valeurs Totem. Par contre, il y a le système en place, entre guillemets, pour cadrer les choses de manière à ce que quand quelqu'un sort complètement de nos principes, on puisse le détecter et comprendre ce qui se passe. Parce qu'évidemment, on n'est pas des tortionnaires, on va pas dire: «Ah, c'est bon, tu as fait un faux pas, merci, au revoir». Mmh. Mais par contre, quand il y a 3 ou 4 faux pas, ça devient compliqué. Mmh. Et puis je parle de vrais faux pas, c'est-à-dire, de la faute professionnelle, quoi, Ouais. concrètement. Donc oui, oui, il y a de quoi cadrer. Maintenant, dans ce cadre, je laisse quand même beaucoup la main à mes managers, mon top management finalement, pour gérer les choses. OK. En tant que CEO ou co-founder, souvent, tu es la personne, alors effectivement, tu as ton top management, mais imaginons, prenons
la relation entre ton top management et toi. Mmh. Hem, Tu dis effectivement que sur leur vertical, ils sont plus pertinents que toi. En tout cas, ils apportent peut-être plus de choses, ils ont plus d'expérience et cetera. Mais des fois, on va aussi se référer à toi. On Oui, va dire: «Bon, à la fin de la journée, Anthony, tu penses quoi? Anthony, qu'est-ce que tu aurais fait?» et cetera. Et donc du coup, tu as un peu ce je mets des guillemets, mais je pense que c'est quand même le cas. Tu as un peu cette casquette de référent dans la pièce ou autre. bien sûr, oui. Mais encore une fois, j'aime bien m'intéresser, donc ça, c'est Anthony, CEO de Totem. Mmh. À côté, l'entourage. Mmh. En tant que CEO, comme je dis, tu as toujours cette position où, bah, les gens, je mets des guillemets, se reposent un peu sur toi, des fois. Oh, tu peux enlever les guillemets, hein. Ouais, non, je sais pas, parce que ça dépend, tu vois? Ça dépend, mais je sais pas comment ça se passe exactement chez Totem. C'est pour ça que je mets des guillemets, mais souvent les gens, en fait, on sait que le backup, c'est Anthony. Ouais. Tu vois? Ouais. En gros, on se dit: «Voilà, il y a Anthony est Ouais, là, ouais. on va se reposer sur lui» et puis Anthony, comme tu disais, hein, il a des, comment tu as dit? C'est pas de la charge mentale, c'est des préoccupations. Ouais, Donc, on peut lui dire ça, 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 ouais. voilà, on lui laisse ça. Mais comment moi, ce qui m'intéresse là, Mmh. c'est ton entourage. Comment tu gères ton entourage de un peu, tu vois, cette safe place où Mmh. je vais parler peut-être de problèmes. Est-ce que tu je caricature, je tends la Mmh. perche, tu me diras. Est-ce que tu discutes beaucoup avec d'autres directeurs d'agence ou d'autres CEO d'agence? Est-ce que tu Mmh. discutes avec d'autres entrepreneurs? Est-ce que tu discutes avec des entrepreneurs qui sont déjà allés peut-être un peu plus loin que là où toi tu es aujourd'hui pour justement avoir un peu parce que je me disais que quand tu étais plus jeune, tu traînais, alors naturellement, implicitement ou explicitement, peu importe, mais tu traînais avec des gens qui étaient peut-être un peu plus âgés. Donc Mmh. comment tu gères ton entourage pour toi aussi continuer de d'évoluer, d'upgrade et de te dire: «OK, j'ai un peu une safe place où je peux parler naturellement», parce que je m'en rends compte, pourquoi j'en arrive là et je te laisse Mmh. répondre juste après, c'est que je me rends compte qu'en fait, quand tu es entrepreneur, il y a tellement de choses à gérer. Il y a et même, je dis entrepreneur, mais ça peut être à tous les statuts, Oui, mais oui. encore plus en entrepreneuriat. Il y a Mmh. tellement de choses à gérer qu'en fait, des fois, tu peux être un peu plus, heu peut-être plus au début, mais tu es un petit peu plus, je mets des guillemets, hein, Mmh. sensible ou en tout cas un peu, sur le fil du rasoir qu'en fait, tu as besoin de cette safe place où tu peux parler concrètement, tu peux dire tes enjeux, tu peux dire tes difficultés, tu peux avoir des feedbacks et très sincères. Non, Parce mais qu'effectivement, en tant que CEO, des fois, tout le monde te dit toujours: «C'est trop bien ce que tu fais, c'est trop mmh. bien, c'est trop bien, c'est trop bien». C'est cool, ça nourrit Mmh. l'ego un moment, Mmh. mais la vérité, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui te parle concrètement, qui te dise: «Oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Oui, tu peux faire comme ci, comme ça». Donc voilà, ma question, elle est un peu longue, Oui, mais comment tu gères ton entourage aujourd'hui? OK. Alors, d'un point de vue professionnel, on a la chance, je dis «on» parce que c'est moi et Caï, d'avoir notamment on a 2 mentors. Alors, il y a une mentor, mal avait vu son agenda, qui est maintenant ministre. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué de se référer à elle, donc la ministre de la culture de Côte d'Ivoire, Françoise Remarque. On va beaucoup se référer à Serge Massamba. Donc OK. Serge Massamba, c'est un des cofondateurs de la banque Cofina, Mmh. qui d'un point de vue, soit professionnel ou personnel d'ailleurs, qui est un véritable grand frère, qui justement permet parfois de prendre un peu de distance par rapport à pas mal de choses, qui donne son avis très tranché, toujours très pertinent et qui apporte aussi des solutions. C'est important d'avoir aussi, quelqu'un à son côté qui est plus expérimenté, qui va apporter de réelles solutions, de réels outils, heu, qui vont finalement éclairer nos prises de décision, tout simplement. Donc il y a cet aspect-là. Hem, D'un point de vue, plus ressenti personnel, j'ai un entourage relativement proche aussi qui me permet d'échanger sur mon ressenti réel, en fait, OK. plus que, le côté, technico-technique, et cetera. Hem, Ensuite, je préserve beaucoup ma famille de ça, de tout ça, de toute cette préoccupation, comme je le disais et pas charge mentale. Après on peut toujours revenir sur la définition de charge mentale, hein. Mais oui, mes préoccupations, j'en discute pas beaucoup avec mon cercle très, très proche. J'aime bien le préserver de tout ça, en fait, parce que ça impacte, qu'on le veuille ou non, ça impacte et finalement,
J'ai envie d'avoir une safe place qui est en dehors de ma famille et que ma famille soit une bouée d'oxygène. Une bouteille d'oxygène plutôt. Mmh. C'est pour ça que je partitionne vraiment les choses et je parviens plus ou moins à avoir l'équilibre. Ce qui me manque actuellement dans ma vie, mais qui est peut-être contextuel, c'est, beaucoup le sport. J'ai fait énormément de sport dans ma vie, ça contribue énormément à mon équilibre personnel, sur bien des aspects. Heu, je sais pas si des personnes qui nous écoutent connaissent l'ikigai, Mmh. mais c'est clairement quelque chose qui m'intéresse beaucoup, auquel je m'intéresse de plus en plus. Justement, ce fameux équilibre, qu'on peut avoir dans différents domaines de notre vie qui nous permettent justement de nous épanouir. Et justement dans mon ikigai, clairement le sport a une grande place et malheureusement, en ce moment, pas forcément, le temps, les moyens d'ailleurs, même physiques de le faire. Tu connais ma situation perso avec mon dos qui me fait des misères, mais oui, clairement le sport, là si je devais, citer quelque chose qui me manque moi à titre personnel et que je pense, rend service, à tout le monde, mais peut-être plus particulièrement aux entrepreneurs, c'est le sport. Pour moi, entrepreneur, c'est un sport de haut niveau. C'est clairement un sport de haut niveau parce que, moi, dans mon cas, par exemple, répondre à des appels d'offres, faire une nuit blanche, enchaîner une journée, s'occuper de sa famille et après, derrière, assumer des prises de décision qui peuvent être assez critiques et cetera. C'est clairement un sport de haut niveau et pour avoir les idées claires, faut s'y préparer. C'est pas on peut pas pour moi, c'est pour ça que je pense que n'importe qui ne peut pas être entrepreneur. J'y crois pas du tout. Je pense que déjà, c'est dans la tête, mais aussi physiquement. Pour durer, hein. Je parle de durée parce qu'effectivement, on peut être entrepreneur 2, 3, 4, 5 ans. Mais il y a combien d'entreprises qui passent les 5 ans? Je parle des 5 ans, mais j'ai même pas parlé des 3 ans. Il y a déjà les 3 ans, ensuite les 5 ans et ensuite les 10 ans. Combien d'entreprises arrivent à ce niveau-là? Combien d'entrepreneurs arrivent à ce niveau-là dans un état de santé mentale et physique adéquat? Mmh. Non, faut rien laisser au hasard. C'est un sport de haut niveau, alimentation, sport, je l'ai pas mentionné, mais la psychologie, voir des psychologues, moi j'en vois pas, mais je pense que je devrais. Pas parce que je vais pas attendre d'être vraiment pas bien, Mmh. justement pour aller voir. Je pense qu'on peut dénouer des trucs en amont. Voilà, à peu près pour moi, en tout cas pour résumer vraiment pour moi l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. OK. Tu vois, tu parlais de et après je vais te reposer une question. Mais effectivement, moi, tu vois, j'ai eu une, c'est pour ça que je comprends ta peine dans ce moment parce que moi, Mmh. j'ai eu une hernie discale, pendant à peu près 6 mois Ouais. qui m'a fait arrêter le JJB et franchement, j'ai senti qu'on m'a Le jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu brésilien. pour ceux qui connaissent Ouais pas, et franchement, j'ai senti vraiment qu'on m'avait retiré une partie de moi. c'est ça. C'est-à-dire, je me disais, quand tu passes et moi, je faisais, tu vois, potentiellement à ce moment-là, au moins trois heures de sport par jour, minimum. Et c'était pas trop, c'était vraiment mon rythme, donc le matin et le soir et j'ai senti vraiment qu'on m'avait enlevé une partie de moi parce que j'étais alité pendant un moment. L'hernie discale, c'est même pas musculaire, c'est des disques. Ils m'ont dit que c'était percé, Ouais. donc douleur, mais un truc de fou, j'avais mal et cetera et du coup, j'ai fait, pendant 6 mois des séances de chiropractie. Bon, toi, j'ai vu un chiropracteur et j'arrivais à ce que tu disais. À un moment, tu as parlé de Mmh. psychologue. Moi, je me souviens, donc c'était une femme, mon chiropracteur et donc elle est là, donc elle me débloque, elle fait des trucs et cetera. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le chiropracteur te débloque des nerfs qui sont tendus et franchement, tu découvres des endroits, tu te dis: «Mais ah ouais, je savais pas que j'étais tendu ici». Parce qu'en fait, tu accumules du stress. Mentalement, moi, je le ressentais pas. C'est-à-dire que je me dis: «Je me sens pas stressé ou quoi que ce soit», mais ton corps le ressent. C'est-à-dire que tu peux faire l'impasse mentalement en te disant: «Je ne ressens pas ça» et bloqué avec ton cerveau, mais ton corps, lui, beh, il en subit tous les coups et donc du coup, ça m'a créé cette hernie-là et donc le chiropracteur, du coup, me débloque et cetera donc je ressors de la séance, je me sens un peu mieux, Mmh. mais dès le lendemain, je suis rebloqué Ah et d'accord. elle me dit en fait, à chaque fois, elle me dit: «Mais ah là, mais à chaque fois, vous retournez stressé» parce qu'en fait, normalement, le but de la chiropratie, c'est de te débloquer, Mmh. que tu passes peut-être une semaine ou 2 semaines
Et après, d'arriver à un certain stade et de continuer à te débloquer jusqu'à arriver à un stade où tu es vraiment bien mobile, et cetera et tout. Et non, elle m'a dit ça. Et en fait, je me rends compte, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, je me rends compte au bout d'un moment que mon chiropracteur, en fait, devient ma psy. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on n'est plus en mode, genre, on a des séances normalement de 30 minutes, puis là, c'est des séances de 1 heure. D'accord. Et normalement, moi, je parle très peu de ce qui Ouais. me concerne, si j'ai pas été élevé comme ça. Donc, Mmh. j'ai appris à beaucoup emmagasiner les choses pour moi-même et me dire: «Ben, Mmh. c'est à moi de gérer mes trucs et fin et ça sert à rien de parler aux gens parce qu'ils vont pas t'aider». Mmh. Et au final, elle va pas m'aider. Mmh. Elle a pas les réponses. Mais le fait de pouvoir lui parler, en fait, de pouvoir de pou le fait de pouvoir parler à une personne désintéressée de certains éléments de ma vie, que ce soit financier, que ce soit prendre des décisions et cetera, j'avais jamais eu à gérer ça et cetera. Et le fait de parler à quelqu'un qui est totalement désintéressé Mmh. par rapport à des décisions que j'ai à prendre, en fait, ça m'a fait un bien fou. D'accord. C'est-à-dire que j'ai parlé, en fait, je ressortais de là, elle m'avait débloqué le 2 et tout, OK. En fait, elle m'avait vraiment débloqué le mental, en fait. Mmh. Je me disais: «Mais c'est trop bien d'avoir parlé à quelqu'un» et tu sais que ça sortira pas, aussi ça sort, mais en fait, c'est des gens qui te connaissent pas Mmh. forcément. Mais en général, en fait, il y a une relation de confiance aussi qui se crée et ça sortira pas. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais après en séance, donc il y avait la partie déblocage, elle m'avait dit: «Alors comment ça se passe au niveau de vos décisions? Au niveau voilà et cetera et tout?» Et tu te dis, «Ouais, trop bien en fait, tu peux parler et tu es sur la table, tu es en train de te faire craquer dans tous les sens, hein». Ouais. Mais en fait, le vrai moi je dis ça en termes de rétrospective. Le vrai travail en fait, il a plus été mental pour moi et c'est vrai, je trouve que, je dirais de façon générale, mais encore plus des fois dans l'écosystème dans lequel moi j'évolue, un peu, communauté afro et cetera. C'est vrai qu'on se le dit pas assez et je pense qu'on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour voir un psy. On n'a pas besoin d'avoir un problème pour voir un psy, Exact. tu vois? Parce que on fait le parler avec le sport. Dans le sport, tu as un entraîneur qui te parle, qui te conseille, qui te prépare, qui te donne des tips et cetera. Mais pourquoi on le fait sur la partie mentale, on n'en aurait pas un aussi, en fait? Mmh. Tu vois? Donc pour moi, c'est quelque chose de super important aujourd'hui et effectivement d'avoir des soupapes, parce que je me dis, il y a des soupapes physiques, tu vois? On se détend et cetera, on se repose et tout et on sait à quel point, dans le sport, le repos est aussi important que la partie un peu, je dirais, résistance musculaire où tu vas faire des trainings et tout. Beh, sur la partie mentale aussi, en fait. Ouais, clairement. Hem, il y a un phénomène qui se passe, en fait, quand on parle pas, c'est qu'on somatise. C'est tout ça qui fait qu'on emmagasine des tensions, des frustrations non exprimées et cetera. Tout se somatise dans le corps Mmh. et on se rend pas compte à quel point ça peut rendre malade et c'est pas pour rien qu'il y a l'expression: «Ça me rend malade Mmh. que telle ou telle chose arrive». Parce que, de manière très concrète, ça rend malade, en fait. Donc ouais, je suis totalement aligné avec ce que tu dis, pourtant je l'applique pas. Ah ben il y a Ouais. encore un delta entre les 2, hein. Ouais, il y a un Parce delta, qu'il faut conscientiser, conscientiser. passer à l'action. Faut conscientiser. Après, je pense que, sans rentrer dans le détail, d'un point de vue personnel, j'ai passé quelques années assez tendues et difficiles, à bien des égards et que, de par ma nature, j'ai ressenti le besoin de faire passer ma famille avant moi et que justement, je l'avais déjà conscientisé très vite. Mais je trouve que c'est le moment justement pour moi de prendre soin de moi, d'un point de vue physique, mental et cetera. Parce que j'ai, entre guillemets, «fini le chapitre» de je fais passer ma famille avant je la fais toujours passer avant toute chose, c'est pas le sujet, mais au point de m'oublier, je pense que c'est pas bon à long terme, mais c'est juste que c'était nécessaire de, on va dire, d'emmagasiner certaines choses, de laisser passer certains orages, de, justement d'avoir cette espèce de stabilité qui me caractérise pas mal quand même pour le coup. Si je dois m'envoyer des fleurs, sur un sujet, c'est plutôt ouais, je suis quelqu'un d'assez stable, Mmh. émotionnellement parlant, dans ma relation avec les autres aussi. Hem, du coup, oui, ça m'a beaucoup servi ces 5 dernières années et du coup, ouais, il est temps, on va dire de je pense pas que c'est d'ailleurs, je ne sais pas, donc d'où l'utilité justement de parler avec une psychologue ou un psychologue. Faire un peu le bilan de tout ça, avoir un avis extérieur, neutre, qui a aucun engagement, aucune attache et de
comprendre avec un autre œil ce qui a pu se passer, en fait, Mmh. durant toutes ces années et se dire: «OK, ça me permet de me reconstruire vraiment». Parce que justement, j'estime avoir passé 4 ou 5 ans à me reconstruire par rapport à des choses que j'ai vécues et du coup, par rapport à ça, bah, oui, je pense qu'il est temps justement de même si je l'ai conscientisé avant, de passer à l'action justement sur ce sujet-là. Je pense que ça me rendrait énormément de service. Un élément aussi d'ailleurs qui me rendrait pas mal service et qui me permettrait aussi de partager, c'est peut-être aussi, oui, de parler à beaucoup plus d'entrepreneurs. Je le faisais pas beaucoup avant. Justement, ces 5 dernières années, je me suis beaucoup préservé de l'extérieur. C'est peut-être maintenant que maintenant pour enfin, c'est la raison pour laquelle on me voit face caméra peut-être que maintenant, parce que je me suis beaucoup préservé de beaucoup de choses. J'avais besoin de beaucoup d'énergie pour justement maintenir cette stabilité et maintenant, j'ai soif de retrouver beaucoup plus d'énergie. D'où l'envie de faire du sport, chez moi, je fais des shadows dans le vent, je sais pas Mmh. pourquoi, oui, j'ai un peu, ce truc d'aller rechercher cette énergie que j'avais avant, cette niaque, ce côté colo justement, Mmh. colonel. C'est pas pour rien qu'on m'appelait comme ça, c'est que j'avais aussi une certaine énergie, une certaine niaque que j'arrivais à communiquer par mes actes et du coup, peut-être entraîner un groupe Mmh. à me suivre, quoi. Mmh. Est-ce que tu t'attendais à tout ça, quand tu as commencé l'entrepreneuriat? Non, 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 mais ça m'a renforcé dans ma vision. Dans ma recherche d'équilibre. Je m'attendais pas à traverser tout ça, forcément, heu et le personnel a rendu le pro beaucoup plus supportable. J'ai beaucoup plus de distance, justement, ça m'aide justement à prendre beaucoup plus de recul par rapport aux décisions. Parfois, je dis des trucs à mon associé et il est un peu choqué au premier abord. Il se dit: «Mais oui, mais en fait, il a raison». Parce que, voilà, il y a des fois où, en termes de business, tu te dis, «Bon, bah, ça peut être limite bénéfique qu'on perde un ou 2 clients, Mmh. parce que ça peut apporter un nouveau cycle ou un électrochoc aux équipes qui comprennent que, OK, oui, on est Totem Expérience, marque employeur assez forte. Ça fait longtemps qu'on est, qu'on a une certaine reconnaissance, une certaine notoriété. Heu, OK, mais rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis, heu, c'est vrai par le passé, voilà, tout à l'heure tu parlais des concurrents. Mais par le passé, on a fait face à des Fred et Farid, par exemple et voilà, on a su passer devant. Ils étaient pas forcément prêts pour ce marché-là aussi, voilà, il y a ceci explique cela. Et d'autres, grandes agences internationales avec lesquelles on collabore, où on a été en concurrence et on leur a damé le pion, d'accord. Mais tout ça, si je me targue de ça, pendant des années, effectivement, je vois pas les concurrents arriver, on a des concurrents actuels, voilà, faut rester, justement stable par rapport à tout ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous reproche à tous les 2, c'est qu'on célèbre pas assez. D'accord. On célèbre pas assez parce que, on on est tellement focus sur la vision que c'est pas que les milestones nous intéressent pas, mais la mission est tellement grande qu'on peut pas se satisfaire d'une ou 2 victoires, c'est des batailles. OK, voilà, on a remporté telle bataille, mais c'est un long chemin qu'on a emprunté. J'ai envie de dire, peut-être que je m'avance un peu, il y a encore, mais l'étape agence n'est qu'une étape, en réalité. C'est un premier business sur le long terme, sur un horizon, 20 ans. Je vais pas encore faire 20 ans de l'agence. Il y a Mmh. d'autres choses, il y a une autre vision, il y a d'autres choses à construire en termes de pont d'ailleurs, entre, le continent, et la France. Voilà, c'est pas pour faire le panafricain de Francisou, mais il y a des choses très concrètes à faire. Je suis pas du tout un idéologue, je suis quelqu'un de très pragmatique. Il y a des choses très concrètes à faire. Je fais déjà des choses très concrètes. Il y a encore énormément de choses très concrètes à faire sur le terrain, ici. Voilà, il y a des choses que j'ai durant ces 5 années que j'ai pas pu faire et que j'aurais aimé faire plus, comme partager justement ce que je fais, comme, peut-être rencontrer plus de personnes qui pourraient s'identifier à moi.
quel que soit l'horizon d'ailleurs. Je suis pas du tout dans le truc de oui, jeune de banlieue, machin, non. Il y a pas que ça. Il y a ça, mais il y a pas que ça. Heu, Moi, par exemple, j'ai pas grandi en grande banlieue, j'ai grandi à Boulogne-Billancourt. Alors certes, il y a 15 ans, c'est vrai que bon, 15-20 ans, c'était un peu plus craignos que maintenant, alors que maintenant, c'est totalement, voilà, c'est quand même une banlieue chic. Il y a quelques années, c'était un peu chaud, c'était pas non plus Saint-Denis et voilà, donc j'ai cette vision de me dire qu'en fait, ce que, pour le coup, je suis, je parle très rarement de ce que je suis parce que je trouve pas ça très intéressant ni impactant. Je trouve que ce que je fais et ce qu'on essaye de construire a beaucoup plus d'impact et par rapport à ce que je suis et ce que je fais, ça peut inspirer, ça peut, heu, peut-être oui, créer des vocations. Créer des vocations, pas nécessairement d'ailleurs en communication et marketing, mais se dire que: «Ah oui, j'ai des origines, j'ai une richesse culturelle que je peux réellement monétiser». Moi, ça me choque en réalité et je m'inclus là-dedans, qu'aujourd'hui j'ai 35 ans et je parle pas 4 langues. On a grandi tous avec, des Portugais, des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent, wolof, bambara, heu, arabe. Au minimum, je devrais parler arabe, wolof et portugais. Mais minimum, minimum pour moi. C'est ça la réelle richesse. C'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait entre nous. Qu'est-ce qu'on a fait entre nous pendant toutes ces années? OK. Beaucoup de parcours d'excellence individuelle. Certes, il y en a beaucoup, j'en connais, tu en connais, mais collectivement, qu'est-ce qu'on a créé en France qui crée réellement de la valeur et de la richesse avec notre diversité? Et puis je parle de ça, mais je peux parler aussi des Bretons. Comment ça se fait qu'il y a pas plus de gens en France qui parlent breton? Ou qui parlent corse, ou qui parlent, je sais pas quelle autre langue, quel patois, tu vois? Mmh. Tout ça, c'est de la richesse qu'on n'utilise pas en réalité. Donc, faisons plus que qu'être, faisons. OK, super. Si tu avais su tout ça au départ, tu aurais re-signé pour ou pas? Ah! Très bonne question. Si on t'avait fait un Hem, petit bond dans l'avenir, on t'avait dit: «J Anthony, voici ce qu'il y aura dans les 5, 6, 7 prochaines années». Est-ce que tu aurais re-signé? D'un point de vue professionnel, tu parles, Ouais, j'imagine, professionnel. hein? Est-ce que je re-signe? Oui et du coup, j'aborderai les choses avec plus de sérénité et oui, peut-être plus différemment. Je pense que ouais, ouais, j'aurais abordé les choses différemment d'un point de vue, on va dire, ambition. Ah ouais, OK. Ouais, je pense que, j'aurais en gros, en ayant cette vision-là, j'aurais accéléré, pardon, plus tôt sur certains sujets. D'accord, OK. Voilà. Ouais, super intéressant. Tu peux dire quel sujet ou c'est secret? Non, il y a pas de secret, mais j'aurais fait différent sur l'influence marketing, D'accord, OK. par exemple. OK. On aurait fait différemment parce qu'on a beaucoup cherché, alors qu'au final, ce qu'on fait actuellement nous ressemble beaucoup plus en termes de vision et de valeur. OK. OK. Voilà. Non. OK, non, super intéressant parce que OK, parce que ouais, moi j'ai l'impression que ouais, c'est mais en tout cas moi dans mon esprit, justement par rapport au branding que vous avez, tout de suite moi je vois Totem, gros truc, qui fait plein de choses, qui est un peu une agence référente dans son domaine et sur sa verticale. Toi, moi de l'extérieur, c'est comme ça que j'ai vu. Mmh. Mais effectivement après avoir discuté avec toi, j'ai compris qu'effectivement il y a une ambition qui est encore plus grande, qui, comme tu disais, une target qui est plus loin et qu'effectivement je le comprends quand tu dis que les autres vous disent que vous fêtez pas ou vous célébrez pas assez. Puisqu'effectivement, quand tu as la vision en tête, tu te dis: «Bah, en fait, on n'est pas encore arrivé les gars. Il y Mmh. a encore des trucs». Mais effectivement, il faut quand même célébrer. Oui, il C'est ce faut qui fait tenir. célébrer, C'est ce qui mais si tu veux, dans notre vision, ou en tout cas là où on souhaite la porter, c'est que concrètement, quand tu vois le soft power afro à travers le monde, tu commences à voir les prémices finalement de la réelle target. mmh C'est-à-dire que, grosso modo,
je vais peut-être être un peu caricatural, mais en plus, enfin, oui et non, mais on voit commencer à émerger des Davido, des Burna Boy, Mmh. parce que derrière, il y a toute une structure, médias, et cetera, au Nigeria qui est hyper costaud. Et du coup, il faut que toute l'Afrique arrive à ce niveau-là, en fait. Parce qu'il y a tellement de richesses culturellement qu'il peut apporter au monde que on n'a pas fini, en fait. On est vraiment loin. Je parle en tout cas de l'espace francophone. Après, ce qui est bien, c'est que je prends que la musique, hein, parce que c'est ce qui parle à tout le monde. Mais d'un point de vue musical, c'est vrai que l'Afrique francophone et anglophone, quand même, avec Fela Kuti, a mis certaines bases qui ont permis justement à des Burna Boy d'émerger, bien sûr. Mais il faut que cet écosystème, encore une fois, puisse permettre justement soit un vecteur de développement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi nous, on parle d'écosystème, pourquoi on parle de fédérer? C'est pour être un accélérateur de croissance économique en Afrique. Donc actuellement, ça passe par l'agence, mais demain, on aimerait que ça passe beaucoup plus par Adicom, par un volet formation beaucoup plus développé et aussi même, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins lointain, avoir toute une stack qui permet à des entreprises finalement de passer, de TPE ou voire même de l'informel à multinational. OK. OK, OK, super. Écoute, ta 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 ta. Tiens, j'aimerais bien t'offrir ça. Je fais semblant ou? Ah ouais, bon, qui était dans les coulisses, donc bon, tu sais peut-être potentiellement qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise! Ouais, surprise! Le t-shirt. Après, la surprise ne réside pas dans le t-shirt. Donc OK, petit t-shirt de l'Upgrade, oui, oui, effectivement. Donc, est-ce que tu acceptes ce t-shirt? forcément. Ai-je le choix? On a toujours le choix dans la vie. Oui, on a toujours le choix. Encore faut-il faire le bon. Très philosophique. Avant qu'on continue, avant que JC se fâche, Ouais, on va aller sur un autre sujet, donc le défi de l'Upgrade. non, Alors, sérieux. ton défi, Oui. je suis allé voir quelque chose. Mmh. Moi, tu sais, internet n'oublie jamais. Ah, ça c'est clair. J'ai vu que sur Thread, Ouais, tu avais communiqué potentiellement en début d'année sur oui. beaucoup de choses, et cetera. Mmh. Et moi, tu vois, on n'a pas abordé ça dans l'épisode, et c'est parce que justement, je voulais l'aborder dans le défi. C'est moi, je suis très fan des routines. Ouais. J'estime qu'en fait, ce qui nous définit, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que tu peux me dire ce que tu veux, moi je vais regarder qu'est-ce que tu fais. Mmh. OK? Et tu dis effectivement que, tu dis et je l'ai vu aussi, tu es quand même quelqu'un d'action. Tu vois? Yes. Ce studio-là, les gens ne le savent pas, mais à la base, c'était un fond blanc. Oui. On est venu, discussion. Au final, vous avez fait un super travail. C'est du concret avec JC, et cetera, et son équipe. Encore merci à vous. Et franchement, c'était moi ce que j'avais en tête. Tu Mmh. vois? Donc, vous êtes quand même des doueurs. Tu es un doueur. Donc, on va aller maintenant. Moi, je vais encore une fois sur l'individu, Mmh. sur Monsieur Ba. Yes. Donc, ce que j'aimerais bien, euh, c'est de te proposer quelque chose. C'est de mettre en place des habitudes sur les 30 prochains jours. Mmh. L'upgrade a 4 volets. L'upgrade peut être financier, physique, mental et spirituel. Mmh. Donc, mental, je vais te demander chaque jour de lire 10 pages d'un livre de ton choix. 10 pages par jour. D'accord. Physique, je vais te donner, donc tu as 2 éléments. Je vais soit, donc du coup, tu auras un entraînement par jour à faire, mais de moins de 15 minutes. C'est pour créer une habitude. OK. Ou sinon, c'est une marche de 15 minutes. OK. Donc ça, c'est au choix sur le physique. Financier, du coup, pour suivre ce défi et pour voir si monsieur Ba, effectivement, tient ses engagements, Oui. tu auras une vidéo de ressenti à faire sur ton compte par jour. Donc sur les réseaux sociaux de ton choix, Et ouais. tu choisis, je te laisse le choix. Tu vois, je suis OK, clément. OK. Et du coup, spirituel, parce que alors la foi, ça, c'est très personnel, mais
spirituel, je le mets aussi dans un autre aspect. Je vais te demander de tenir tous les jours un journal de gratitude. Donc, Waouh. tu auras tous les jours à avoir, en tout cas, le matin ou le soir, selon ta Mmh. convenance, c'est en fait une phrase qui fait que tu es content de ta journée, que tu es content d'être en vie, que tu es content d'être ici, tu es content des gens que tu as rencontrés. Et toujours avoir ce journal de gratitude. Et potentiellement, je vais te demander de tenir ça sur les 30 jours. Donc tous les jours, ça. Bon, comme on a dit, mental, physique, financier et spirituel. Je vais te donner, j'ai déjà fait le tuto, tu auras tous les éléments, donc c'est un Google Sheet avec déjà des formules, même si toi tu Oh. connais déjà, mais En fait, c'est le ramadan de l'upgrade. 30 jours, tac, faut faire les trucs, machin, le ramadan de l'upgrade. OK, OK, OK. c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, OK. Et en fait, ce qui est bien donc, avec ça, c'est que les macros sont déjà faites et cetera, donc on aura des scores et cetera. Je suis assez clément parce que je sais que l'erreur est humaine Mmh. et que l'homme a ses imperfections. Mmh. Donc, je ne vais pas te demander de réussir à 100 tous les jours. D'accord. Par contre, le score total que tu devras atteindre est de 85. OK. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a des aléas de la vie qui font que des fois, ça va être difficile. OK? Bien sûr, je ne vais pas te refaire la chanson. Si tu réussis, une récompense. Oui. Dans le cas contraire, une conséquence. Est-ce que D'accord. tu acceptes ce défi? C'est un très, 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 très bon défi que Mmh. j'accepte avec plaisir. C'est ça la mode de façon solennelle? Yes. Parfait, monsieur Ba. Est-ce que du coup, tu as un dernier mot pour les auditeurs de Self Upgrade? Mis à part qu'ils doivent voir tous les épisodes, sans exception? Sans exception. Sans exception. Je leur dirais que le défi que tu m'imposes, c'est, comment dire? Le fondement du changement. Mmh. Clairement, c'est les petites actions qui construisent les grandes choses. Et je trouve que ce défi, il tombe à pic parce que c'est marrant parce que Kay m'a parlé justement, mon associé, Kay Lumumba, m'a parlé du journal de gratitude Ah il y ouais? a la semaine dernière. Trop marrant. Ouais, il m'en a parlé. Il m'a aussi beaucoup parlé justement de m'entourer. Mmh. Donc ça ouais, vraiment, ça tombe à pic. Et qu'est-ce que je voudrais dire d'autre, mis à part ça? Que tout simplement, faut passer à l'action, hein. Quel Mmh. que soit ce que vous faites, passez d'abord à l'action. Tout simplement, passez à l'action, souvent on me pose des questions sur, qu'est-ce que doit faire un créateur? Qu'est-ce que doit faire un entrepreneur? Passez à l'action, les actions les plus simples. Mmh. Toujours, par exemple, et moi, là, c'est l'occasion justement de passer à l'action. Je me plains souvent de mon personal branding, je communique pas assez, machin. Comme je l'ai dit, j'avais pas forcément l'énergie, de le faire. Là, je commence à retrouver cette énergie-là et cette niaque et voilà, c'est pile le bon défi qu'il me faut. Mmh. Donc avec grand plaisir, je vais essayer de relever ce défi. Parfait. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut discuter avec toi, échanger avec toi, rentrer en contact avec ce que tu fais ou Totem de façon générale? Alors ce que je fais, alors je réponds pas mal sur LinkedIn, OK. d'un point de vue professionnel. Après mon Instagram est très perso pour le moment, ça Mmh. changera peut-être bientôt, hein? Ça changera peut-être bientôt, mais pour l'instant oui, Instagram et les autres réseaux très perso, donc pour le pro, contactez-moi sur LinkedIn, je serai assez réactif. OK, super. Écoute Anthony, un plaisir de t'avoir reçu sur Self Upgrade, Yes. encore une fois dans les locaux de Totem. Donc ouais, non franchement très, très cool, Ouais. c'est un bon projet je trouve qu'on a réussi à mettre en place Oui, et puis on bosse ensemble sur d'autres sujets justement donc c'est c'est très, clair, très, c'est clair. très, très cool Ouais. et puis écoute franchement, hâte de voir déjà ce que vous allez faire avec Totem, dans les jours, mois, années à venir et puis aussi, toi aussi à titre perso, comment tu vas aborder ce défi parce que C'est ça. c'est vrai qu'il paraît simple, c'est vrai que la consistance, le commitment, c'est un autre débat, C'est j'ai ça. aucun doute, mais en tout cas, hâte de voir ça. OK? Ça marche, super. Super. Écoute, ben, on se dit à très À vite très vite, et ouais. puis, bon courage. Bah, merci. Allez, Oui. salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.